Si vous voulez, les gens, ils arrivent, ils ont des cagoules, ils ont un gyrophare, ils ont des pick-up. Et là, en fait, vous comprenez, quand ils vous ligotent et qu'ils vous mettent dans la voiture, vous vous dites, je suis en train de me faire enlever. Je suis en train de disparaître. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? J'essaye vraiment de savoir si c'est l'État islamique. Mais si c'est Daesh, mes jours sont comptés. Et je sais que je vais être torturé tous les jours, en fait. Pour eux, vous étiez un espion. C'est un témoignage de la Syrie que on vous rapportera pas à l'AFP, à BFM TV ou par Bernard-Henri Lévy ou je ne sais qui. Comment vous faites pour survivre à ça? On entend au-dessus de nous des gens qui sont torturés, on les entend souffrir, on entend les cris de gens qui sont à l'agonie. Je me dis que je vais mourir en fait. L'intérêt de la Syrie, c'est vraiment sa situation géographique dans un premier temps. Exactement. Le problème de la Syrie, c'est d'être là où elle se trouve. Qui avait intérêt à voir Bachar el-Assad au pouvoir pendant toutes ces années? Assad était très clairement un projet américain dans la région. C'était un ophtalmo qui travaillait et qui vivait à Londres. C'est pour ça qu'on l'appelle Docteur Bachar. Il y a Docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la situation s'est dégradée comme ça d'un coup? Mais une fois que cette unité arabe a lieu, après il faut diviser les Arabes entre eux. Donc quand les Français et les Anglais se retirent, ils lâchent un ver dans le fruit qui s'appelle Israël. Les Turcs et les Israéliens, ensemble, ont bénéficié de ce qu'on appelle un effet d'aubaine. C'était l'occasion d'attaquer et ils ont attaqué. Qui est ce Al-Joulani? Vous avez Al-Qaïda, vous avez l'État islamique, vous avez Al-Nusra, qui sont de fabrication occidentale. Voilà, c'est clair. Il y a des guerres, il y a des combats qu'il faut mener et ça se fait pas sur TikTok ou depuis son canapé. Il faut être confronté au réel. Il faut tuer l'esprit bourgeois qui est en soi pour rester dans le vrai. Moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La Syrie est depuis plus de 10 ans le théâtre d'un conflit qui dépasse largement ses frontières. Entre guerre civile, lutte d'influence internationale et le départ de Bachar el-Assad, la région est devenue un point névralgique des tensions géopolitiques mondiales. Mais comment saisir les véritables enjeux de cette crise? Quels sont les rôles des grandes puissances, des acteurs régionaux et des dynamiques internes? Loin des pseudo-experts de plateau télé, j'ai fait le choix de recevoir un homme qui connaît le terrain. Expert géopolitique et ancien chef de mission en Syrie pour SOS Chrétiens d'Orient, avec des années d'expérience sur place et une connaissance approfondie des acteurs locaux et internationaux, il nous offre une analyse claire et nuancée de la situation. Que ce soit en Syrie, au Liban, en Iran ou encore en Afghanistan, il a vécu au cœur des populations civiles, a appris les coutumes, la culture, la langue et a pu apprécier l'esprit et la mentalité propres à ces milieux si riches dans leurs différences, mais encore trop mal connus en Occident. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre les intérêts stratégiques qui sont en jeu, les alliances mouvantes et l'avenir d'une région au cœur de l'équilibre mondial. Alexandre Goudarzi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Manal, merci beaucoup pour votre invitation, ravi d'être avec vous ce soir. Ravi aussi, je vous remercie beaucoup de nous accorder ce temps précieux. Et pour commencer, Alexandre, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours, de ce qui vous a amené à vivre dans des zones de conflit, comme par exemple la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan? Alors, je crois que j'ai toujours porté mon regard un petit peu vers vers le Moyen-Orient et aussi l'Asie centrale, de par mes origines, puisque j'ai des origines iraniennes. Donc ça participe de ma construction, de ma recherche et de ma construction identitaire. J'ai beaucoup porté mon regard vers cette région du monde. Je m'y suis, j'y ai séjourné la première fois quand j'avais 17 ans. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aussi intéressé aux autres régions. L'Iran d'abord, puis ensuite le Liban, la Syrie, puis l'Asie centrale. Et je crois que j'aime l'esprit de contradiction parce que ce sont des peuples qui sont très chauvins, de dire de manière assez en vulgarisant et de manière assez grossière, les Iraniens n'aiment pas les Arabes, c'est assez réciproque, les Libanais n'aiment pas les Syriens, pour plein de raisons. Et en fait, moi, à chaque fois, j'ai toujours voulu justement, j'ai toujours voulu découvrir ce que quelque part on me défendait, quelque part d'aller voir. Donc ça m'a toujours un petit peu intéressé. Et au début, c'était vraiment de manière très personnelle. Il y avait beaucoup d'affect. Après, c'était dans le cadre de mes études, puisque j'ai fait une licence à l'INALCO sur le monde iranien, la langue persane, l'histoire et la civilisation du monde iranien. Et donc, ça m'a amené après aussi à apprendre l'histoire des Arabes, de l'expansion islamique, et l'histoire également des Turcs, donc qui sont arrivés géographiquement par l'opposé de là où sont arrivés les Arabes, donc en Iran. Et après, j'ai fait un master de géopolitique sur les relations entre l'Iran et le Liban à travers le Hezbollah, puis sur l'Aga Khan, notamment les minorités ismaéliennes en Afghanistan et au Tadjikistan. Donc je suis allé là-bas pour mes recherches. Et ensuite j'ai recommencé ce que j'ai fait sur le monde iranien, mais avec le monde arabe. Puis là j'ai arrêté parce qu'il fallait travailler, il fallait manger, et puis
Et puis plus tard, en fait, avec SOS Chrétiens d'Orient, c'est devenu mon travail et je me suis retrouvé à un poste de responsabilité qui incarnait en fait tout ce que j'avais pu étudier sur le plan personnel et universitaire, voilà, dans mon parcours personnel, voilà. D'accord, donc le point de départ, c'est quand même cette quête vers vos origines, puisque vous êtes iranien par votre père, il me C'est ça, semble, c'est bien ça. c'est ça. Quel est votre rapport à l'Iran? Ben, en fait, c'est mon rapport à l'Iran, il est vraiment à travers ma famille paternelle. Mon père a quitté l'Iran quand il était jeune et il est resté très longtemps en France. Bon, les complications familiales ont fait qu'on n'a pas forcément vécu ensemble beaucoup. Et je crois que j'avais, c'était un mystère en fait pour moi. Et puis les gens disent beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui a changé, c'est encore d'actualité. Tout le monde parle Et sans puis forcément encore avoir une encore légitimité pour plus ça. en Occident et même en France. Enfin, je veux Ouais, dire, bien sûr, on bien a sûr. une image un petit peu de l'Iran qui n'est pas forcément la bonne. Mais complètement. Et puis bon bah ça, moi, c'est des choses que j'entends. Alors, je subis entre guillemets, mais que j'entends depuis que je suis enfant en fait. Après, enfin depuis que je suis jeune en tout cas. Et j'avais envie de comprendre par moi-même en fait. Et puis c'est un pays qui attire parce que c'est le pays des mille et une nuits. C'est le pays c'est un pays de la littérature aussi. C'est un pays qui enchante, qui émerveille. Mais c'est un pays qui fait peur aussi. C'est un pays qui fait peur, qui angoisse. C'est au cœur des relations internationales enfin, en termes de géopolitique du Moyen-Orient. Hein. Ça a toujours été un poids lourd sur le ring moyen-oriental, que ce soit à l'époque de la Perse, avec les différentes dynasties qui se sont succédées, ou que ce soit de l'Iran des Mollahs, donc État impérial de Perse du Shah d'Iran ou République islamique d'Iran, c'est un État, c'est une puissance centrale, il y a ce côté attraction-répulsion, et en vérité, moi, évidemment, je l'avais pas du tout abordé en ces termes au Au début, départ, ouais. et franchement, je n'en ai été que enchanté en fait, indépendamment du caractère politique et de toute la psychose autour de la République islamique. Mais vraiment, c'est un pays magnifique, de grande culture, et je ne peux que le recommander, même si c'est peut-être pas trop le moment d'y aller en ce moment. Mais voilà, en tout cas, ça m'a bouleversé. Quelle est l'idée reçue qu'on peut avoir sur l'Iran et que vous aimeriez rétablir aujourd'hui? Le cliché de les Perses ne sont pas des Arabes, je crois qu'aujourd'hui les gens, enfin je veux dire c'est quand même le b.a-ba. Il y a beaucoup de gens qui font peut-être l'indistinction, mais je crois que il y a des sujets très intéressants, et je pense que c'est plus au sein de la communauté musulmane qu'il serait intéressant peut-être d'aborder un sujet, mais c'est un vrai sujet. C'est un, Lequel? c'est un sujet qui est très profond. C'est la légitimité en fait de la posture iranienne dans les affaires islamiques, au sens où il y a un caractère inhérent entre l'islamité et l'arabité, c'est-à-dire que toutes les conquêtes islamiques portées par les Arabes se sont accompagnées d'une forme d'arabisation. C'est-à-dire que islamisation, c'est accompagné d'arabisation. Et il y a quelque chose de très incroyable en fait qui s'est passé avec les Perses, c'est que non seulement ils sont des rares qui ne se sont pas laissés arabiser par comment dire, par l'islamisation. Ils ont accepté l'islam, mais contrairement à beaucoup de peuples qui se sont laissés arabiser par leur islamisation, les Perses ont persanisé l'islam pour en créer le chiisme. Le chiisme, c'est une iranisation de l'islam, et ils ont véritablement, de fitna en fitna, véritablement tiré leur épingle du jeu jusqu'à ce que ils aient carrément pris le pouvoir au sein du califat abbasside avec les bouyides. Bon, après, il y a des siècles qui passent, mais l'instauration de la République islamique d'Iran en 1979, c'est la première fois dans l'histoire de l'islam que les chiites sont représentés sur la scène internationale. Et c'est ce qui va bouleverser la donne régionale. C'est ce qui fait qu'on a le Hezbollah en Iran. C'est ce qui fait que la Syrie va devenir une passerelle entre l'Iran et le Liban. C'est ce qui fait qu'on a cette pression sur Israël. C'est ce qui fait qu'on a tous ces proxys, les Houthis au Yémen, le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban et la Syrie comme véritable point d'ancrage en fait pour les Iraniens. Et en fait, tout cela est actuellement chamboulé depuis le 7 octobre Ouais. avec du Hamas. Vous avez également dit quelque chose qui m'interpelle, moi. Vous parlez des personnes qui vivent dans cette région du monde. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Il y a des rivalités ancestrales. C'est une réalité, voilà, depuis toujours. Les Perses n'ont pas, pour les Arabes qui sont porteurs de l'islam, les Perses sont des descendants d'adorateurs du feu. Et donc, il y a chez beaucoup d'Arabes, notamment chez les plus virulents, il y a une forme pour eux d'illégitimité, c'est-à-dire que D'accord. pour les musulmans, les Perses n'ont pas à ramener quelque part un petit peu leur grain de sel dans les affaires de l'islam, puisque ceux qui ont la légitimité politique, la légitimité de la conduite de la Oumma, ce sont les Arabes. Et il est vrai que dans le conflit israélo-palestinien, qui va à la fois solliciter les nationalistes arabes et les porteurs de l'islam politique, qui sont en concurrence. C'est-à-dire que le nationalisme arabe et l'islam politique, ceux qu'on va appeler les islamistes, notamment les frères musulmans, sont en compétition, ne s'entendent pas. Ils sont en compétition sur la cause palestinienne. Et là-dessus, vous avez des non-arabes, des non-sunnites, donc des Perses chiites, donc double illégitimité, double non-crédibilité, qui finalement s'immiscent plus que personne dans ces jeux israélo-arabes, dans ces jeux politiques et dans ces guerres israélo-arabes. Et donc, ce sont les Iraniens chiites. Donc, en fait, c'est évidemment, il y a une inimitié. Ce sont des rivalités qui sont très ancestrales, puisque depuis l'époque où les Perses ont été conquis à l'islam, il y a une rivalité entre les Perses devenus musulmans et les Arabes euh, dépositaires de la foi islamique. C'est une rivalité très ancienne. C'est un petit peu comme les Français et les Anglais. C'est ce que j'allais dire, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. En vrai, nos vrais ennemis en Europe, pour les Français, c'est pas les Allemands, ce sont les Anglais. J'ai envie de dire, les Français et les Anglais, c'est un peu comme les Arabes et les Perses. Est-ce que vous pensez que ces divisions sont alimentées par des personnes qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait justement une division dans cette région du monde? Bien sûr, je pense que de toute façon, ça fait partie ça fait partie d'une logique de guerre, ça fait partie d'une comment dire, oui, d'une rhétorique de guerre. À partir du moment où vous savez que vous avez des failles, imaginez, vous êtes un boxeur, vous êtes sur le ring, vous connaissez les points faibles de votre adversaire, vous allez taper dedans. Je pense qu'aussi c'est surtout dû aux gens qui sont un peu déracinés, qui vivent en France et qui ont une vision très idyllique de leur pays d'origine. Ah, le bled, ah, le pays, l'Orient, le Maghreb, le Moyen-Orient. Et ils ont une vision très très enchantée en fait de leur lieu d'origine. Moi, je crois que je suis aussi passé par cette état d'esprit. Alors, il est très beau. Maintenant, il faut regarder aussi les choses en face. Il n'y a pas de possibilité d'ingérence extérieure à partir du moment où il n'y a pas de faille interne. Je veux dire, c'est quand même un vaste ensemble. Vous avez énormément de cultures, énormément de groupes ethno-linguistiques, ethno-confessionnels, de races et d'ethnies diverses et variées, avec des religions et les différentes branches de ces religions, qu'on peut appeler des sectes. Vous imaginez? Alors évidemment, dans la définition la plus idyllique, c'est le multiculturalisme à son paroxysme, mais c'est aussi le multi-conflictualisme. Je veux dire, c'est le double tranchant de cette lame. Il y a évidemment des antagonismes et il y a des puissances extérieures qui soufflent sur les braises. En fait, Alexandre, quand il y a plusieurs communautés, forcément, il y en a toujours une qui a envie de prendre le lead, qui veut prendre le pouvoir. Bien sûr, d'autant plus que si la majorité, la démographie pèse, je veux dire, en faveur d'une communauté plus qu'une autre, il y a des expansionnismes, il y a des ambitions hégémoniques, il y a des velléités de domination sur les peuples voisins. Et ensuite, il y a le dogme tel qu'il est défini. Il y a, je veux dire, c'est comme ça en fait, ça s'est toujours fait. Si vous regardez par exemple dans l'histoire, les chrétiens, lorsqu'ils étaient détenteurs du dogme, je pense pas à Byzance, ils étaient beaucoup plus tolérants envers un islam qui se propageait qu'envers des minorités du christianisme qui disputaient l'authenticité du message chrétien. Et vous avez la même chose avec les musulmans. Si l'orthodoxie définie dans son dogme est l'église sunnite, alors ça va sentir le sapin à un moment donné pour les hérétiques de l'islam, les alaouites, les ismaéliens, les chiites, etc. Et on va parler justement plus en détail de ces rapports de force, mais avant j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Parce que en préparant cet entretien, franchement Alexandre, je me suis dit, ce que vous faites c'est quand même plutôt dangereux, c'est même très dangereux. Parce que le 20 janvier 2020, vous êtes pris en otage par un groupe en Irak. Alors ça, je me suis dit, waouh, il faut absolument qu'on en parle. Comment ça s'est passé cette prise d'otage? Vous faisiez quoi? Vous étiez où? Racontez-nous un petit peu cet épisode. Alors moi, je fais ce que je fais depuis maintenant 10 ans. Notre organisation, SOS Chrétien d'Orient, aide
les chrétiens à ne pas disparaître de la terre de leurs ancêtres. Voilà, c'est tout simplement ça à la base. Et donc, moi, je viens exactement en fait pour la même raison. En fait, je viens en Irak dans le comment dire, ce qu'on fait partout, c'est développer des projets durables, aider les gens à rester chez eux, reconstruire leurs maisons si elles ont été détruites, amener l'eau là où il y en a plus, les aider à avoir de l'électricité, de l'eau courante, financer les études ou des loisirs pour des enfants qui n'ont jamais connu rien d'autre que la guerre. Donc ça, c'est la mission qui se passe en Irak. Mais moi, à l'époque, ma mission, elle était en Syrie. Mais je me rends en Irak. Vous étiez à Bagdad ? Oui, voilà, je me rends à Bagdad et en fait, le but, c'est de nous enregistrer administrativement à Bagdad. Et donc, bon, moi, je suis en Irak depuis 4 heures à ce moment-là. Je suis avec 3 collègues, un Irakien et 2 Français. Le responsable sécurité, là, je parle des 2 Français, le responsable sécurité et le chef de la mission Irak. Et en fait, 4 heures après mon arrivée, il y a 2 voitures qui nous bloquent, une devant, une derrière, et on se fait soulever par des types en cagoule qui nous braquent des armes grandes comme ça sur la tempe et qui nous emmènent dans des voitures. Et puis voilà, on ressortira pas de là avant 66 jours. Quand vous êtes kidnappé comme ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête ? On a conscience du danger, mais en réalité, est-ce qu'on le connaît, est-ce qu'on le réalise pleinement que quand en fait on le vit, on le vit en fait ce genre de situation. Parce que moi en Syrie, j'ai vu des bombes, des missiles, des obus qui sont tombés avant mon passage ou 5 minutes après, ou des balles qui ont sifflé à côté de ma tête, ou des choses comme ça en fait. On en a vécu en tant que chef de mission, et particulièrement en Syrie. Mais en vérité, vous ne comprenez que quand vous le vivez. Donc l'enlèvement, ça a toujours été ma hantise, au-delà de prendre une balle ou de me faire déchiqueter par un obus, parce que on meurt une fois. Mais enlever, c'est beaucoup plus terrifiant en fait, parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Et au moment où vous vous êtes enlevé, est-ce que vous comprenez tout de suite ce qu'il se passe ? Non. En fait, c'est terrible. Hein. C'est que en vérité, c'est pas qu'il y a un déni, mais c'est qu'on se dit. Si vous voulez, les gens, ils arrivent, ils ont des cagoules, ils ont un gyrophare, ils ont des pick-up. Vous savez pas ce qui se passe. Vous vous dites, mais ils arrêtent quelqu'un. Mais il y a personne dans la rue, il y a que nous. Ah, mais c'est nous qu'ils arrêtent. Mais ils doivent se tromper. Et là, en fait, vous comprenez, quand ils vous ligotent et qu'ils vous mettent dans la voiture, vous vous dites, je suis en train de me faire enlever. Je suis en train de disparaître. Et quand la voiture s'enfonce dans l'obscurité, parce que nous, on se fait enlever, il est 4h30, une demi-heure après, c'est le noir complet. On est en hiver, hein, on est quasiment, c'était il y a 2 semaines, en fait, mais il y a 5 ans. Voilà, c'était il y a 5 ans. Et en fait, il fait nuit très vite et vous vous éloignez de Bagdad. Vous comprenez que vous vous éloignez de la capitale, de l'agglomération, de la vie, en fait, du fourmillement humain, et vous vous faites effacer. Et vous êtes en train de constater votre effacement. Et vous ne savez pas, évidemment, ce qui va se passer. Parce que moi, je vous parle de ça, on sait que ça a duré 66 jours. Mais quand vous disparaissez, qui vous dit que ça va durer 66 jours? Qui vous dit qu'on va pas vous jeter dans un fossé les 20 kilomètres qui suivent? Ou alors que vous n'allez pas rester là 2 ou 3 ans? Vous savez pas. Ou même toute la vie. Ou même ne jamais en revenir, en fait, tout simplement. Bien sûr, il y a plein d'idées, j'imagine, qui vous traversent l'esprit. À ce moment-là, est-ce que vous avez eu peur ? Ouais. En fait, au début, on réalise pas. Et en fait, oui, très rapidement, la peur nous saisit. On se dit, alors moi, mon but à moi, je me focalisais, parce que très vite, ils nous ont mis des choses sur les yeux pour qu'on voit rien, mais je me focalisais pour essayer de savoir par qui on était pris. Au début, ils nous disent rien. Moi, j'écoute beaucoup ce qu'ils racontent. Et je veux savoir si ce sont des sunnites ou si ce sont des chiites, parce que c'est ce qui va déterminer réellement. En Irak, les chiites, je sais qu'en Syrie, ils ont délivré des villages chrétiens qui luttent contre l'État islamique. Donc effectivement, il y a cette vision très binaire, il y a cette vision très tout blanc ou tout noir, un peu Walt Disney, où les sunnites extrémistes, ce sont les méchants, et les extrémistes chiites, ce sont les gentils. Ou en tout cas, les djihadistes sunnites, c'est Daesh, c'est Al-Nosra, et vous avez la version vraiment le bon islam, mais qui fait qui se sacrifie pour libérer les peuples, etc., avec le Hezbollah, etc. Bon, il s'avère qu'en Irak, c'est un peu plus compliqué. Les chiites sont peut-être le moindre mal, mais ça reste quand même des forces en fait qui tuent beaucoup d'innocents. C'est une réalité. J'aimerais avoir plus de détails quand même sur ce qui s'est passé. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis que c'est un épisode de la vie qui doit être hyper marquant en fait. Et je me demande ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là. Là, vous me dites, ok, moi je parle pas, j'essaie juste d'écouter pour essayer d'avoir le maximum d'informations possibles. De par votre formation, vous comprenez leur langue. Et ça, c'est un réel avantage.
Oui, bah alors moi j'essaie d'écouter, j'essaye vraiment de savoir si c'est l'État islamique. Il y a peu de chances qu'ils opèrent au cœur de Bagdad, mais si c'est Daesh, mes jours sont comptés. Et je sais que je vais être torturé tous les jours en fait, c'est parce que ce sont leurs méthodes. Bon, en tout cas, moi ce que je pense, indépendamment de ma concentration et de savoir par qui est-ce que je suis détenu, je me dis que je vais mourir en fait. Je me dis que c'est fini. Voilà, je réalise que ce que j'avais le plus redouté de ma vie, à savoir depuis que je suis en Syrie, parce que moi j'ai passé mon 5 années sur les routes en Syrie, sur les routes en permanence à passer entre Jabhat al-Nusra et Daesh, qui sont sur des heures et des kilomètres de route, où vous savez que vous avez Daesh à même pas 1 kilomètre sur votre droite et Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda en Syrie, à même pas 1 kilomètre sur votre gauche. Ça m'est arrivé de traverser des batailles. Ça m'est arrivé de passer entre l'armée syrienne avec les Iraniens qui se bataillaient contre une coalition Daesh, Jabhat al-Nusra. En fait, mais là, je réalisais en fait que c'était pire que ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Ils Et vous emmènent où ces gens-là? Et à quel je- moment vous comprenez qu'en fait c'est pas Daesh? Bah, en fait, je le réalise parce que à un moment donné, ils vont changer d'équipe, ils vont nous laisser sur un bord de route. À la base, on est séparés en deux voitures, on est quatre. On est deux dans une voiture, deux dans une autre voiture. Moi, D'accord. j'étais donc avec un de mes camarades. J'étais avec Antoine et Julien et Tarek, donc le traducteur irakien. Ils étaient dans une autre voiture. Et là, enfin, on se retrouve ensemble. On se devine parce que on est Vendée? cagoulé, Mmh. quelque chose, voilà, sur les yeux, mais on voit les pieds et les bras ballants en fait de tous ceux qui nous entourent. Et donc je reconnais, je sais que je suis auprès des miens et je vois en fait aux mains de tous les hommes qui nous entourent, je vois des grosses paluches, hein, vraiment des grosses mains partout, et je vois des bagues en fait turquoise, lapis lazuli, ambré, noir. En fait, je sais que ce sont des bagues de chiites, tout simplement. Et je sais que c'est bête, hein, mais c'est aussi simple que ça. Je sais que ce sont des chiites parce que aux bagues qu'ils portent sur leurs doigts, c'est typiquement le genre de bague que moi j'ai vu toute ma vie, enfin toute ma vie, toute mon expérience iranienne, moyenne-orientale. Je sais comment les chiites généralement portent la bague. Ce sont des pierres de couleur bleue, turquoise, lapis lazuli. D'accord. C'est ce que vous avez identifié. OK, c'est super important. À ce moment-là, est-ce que vous êtes rassuré? Ouais, mais je suis pas rassuré à 200%, mais je me dis, Évidemment. ok, ce ne sont pas des sunnites, c'est pas l'État islamique, ce danger est écarté. Mais les chiites ont perdu leur fédérateur, leur homme de tête, celui qui a autorité sur eux. Maintenant, s'ils veulent se faire une santé économique, peut-être que pour se faire de l'argent, ils peuvent très bien nous vendre à l'État islamique qui va nous faire chanter auprès du gouvernement français. En fait, tout est possible. Vous êtes dans un état de chaos permanent et c'est pas parce que ce sont des chiites et que ça reste un moindre mal concernant notre situation que ça veut dire que tout va bien se passer en fait. Ouais, la Et c'est question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, vraiment. Et après, on entendait des chants. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais les chants de Ashura, de Arba'in, quand ils se tapent sur la poitrine et qu'ils, vous entendez. Et en fait, on entendait ça quand ils nous avaient enfermés. On entendait ces chants-là. Donc, on savait que c'était des chiites, quoi. Vraiment, c'était. Et comment vous avez été traité au quotidien? Quelles ont été les conditions de détention là-bas? C'était une torture psychologique. Dieu merci, on n'a jamais subi de sévices, faut le dire. C'était quand même humain. Ce sont des gens qui ne nous ont jamais violentés et qui ne nous ont jamais séparés. Mais ce sont des gens qui nous laissaient entendre par moments qu'on allait mourir ici. Mais ils nous l'ont dit très clairement. Ne demandez pas au sujet de votre famille. N'essayez pas de nous demander de contacter votre ambassade. Vous êtes des agents de renseignement. C'est comme ça en fait que ils légitimaient en fait leur action sur nous. C'est que pour eux, on est des espions. Vous êtes blanc, vous êtes français, vous êtes occidental, vous êtes là-bas, vous êtes un espion. Il y a un moment donné, il y a eu comme une simulation d'exécution. Vous êtes dans des pièces, dans une pièce enfermée. Vous avez toujours la lumière sur votre tête. Et mais tout le temps, c'est-à-dire qu'on vous empêche de dormir. Dès qu'ils vous voient dormir, que ce soit par les rafales de balles qui ont troué la porte et à travers laquelle ils vous voient, ou par les caméras qu'ils ont placées, dès qu'ils vous voient dormir, ils font du bruit, ils tirent, ils rafalent autour du lieu où vous êtes séquestré. Vous entendez les hyènes la nuit, parce qu'il y a des hyènes, vous entendez leur ricanement autour de. Alors c'est pas eux qui les font ricaner les hyènes évidemment, mais eux ils leur tirent dessus, ils s'amusent, ils rafalent dès qu'ils nous voient dormir, ils entrent, ils nous demandent des choses, bref. Ensuite, vous avez la lumière qui s'éteint, alors que jamais elle ne s'éteint. Et là, ils vous sortent un par un en vous disant pas un mot, pas un bruit, et vous emmènent dans le noir, dans le froid, on ne sait où. Vous pensez que vous allez être exécuté, vous pensez que vous allez vous prendre une balle dans la tête, en fait. Vous entendez aussi des gens mourir. Quand l'endroit où on nous a été enfermés dans un sous-sol, on entend au-dessus de nous des gens qui sont torturés, on les entend
On les entend souffrir, on entend les cris de gens qui sont à l'agonie. Ça, c'est des cris qui vous marquent, que vous oublierez pas, que vous pouvez pas oublier. Vous entendez les cris d'un homme, vous entendez les cris d'une femme, vous pouvez imaginer ce qu'ils leur font. Vous les entendez et vous les entendez agoniser. Voilà. Et vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont voulu que je l'entende? Est-ce que c'est une information qui leur échappe parce qu'ils ne voulaient pas? Sont-ce des enregistrements pour nous stresser? Cas, est-ce que c'est ce qui nous attend? Ou est-ce que je dois remercier le ciel de ne pas être dans la situation de ceux qui sont en train de mourir juste au-dessus de ma tête? En fait, tout vous traverse l'esprit et c'est ce climat, ce silence en fait. On ne vous parle jamais, on ne vous interroge jamais. On vous met là et de temps en temps, de manière très spontanée et décalée, et vraiment éloignée dans le temps, on vient vous parler et on vous dit deux trois choses, mais des choses en fait qui vous condamnent et qui vous renferment dans une détresse maximum. Ce que vous avez vécu, c'est absolument effroyable, vraiment. Là, c'est un témoignage glaçant parce qu'en plus, vous nous donnez des détails. Donc, j'imagine à quel point vous deviez être terrorisé. Et on a l'impression que vous n'avez même pas un moment de répit. Comment vous faites pour survivre à ça? Psychologiquement, ça se passe comment dans votre tête? Bah, effectivement, c'est clair que c'est un moment dur, hein. C'est un moment où l'homme, il est face à face avec lui-même. Et vous imaginez, l'homme moderne, et puis nous, avec notre travail, 15 applications, Telegram, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, ce que vous voulez, et j'en passe. Moi, je suis pas de la génération TikTok ou je sais pas quoi, mais vous pouvez vous imaginer, vous êtes à 200, vous êtes à 3000 à l'heure, vous êtes connecté en permanence avec votre travail, mais imaginez que d'un seul coup, tout s'arrête. Blackout. Ouais, vous êtes face à un mur blanc et vous avez chaque seconde qui travaille contre vous à vous torturer l'esprit de qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont me torturer? Est-ce que la mort va être rapide? Est-ce qu'elle va être lente? Est-ce que je vais rester comme ça pendant 15 ans, pendant 10 ans? Quand ça va s'arrêter? Sachant que les histoires de prise d'otages, quand les fins sont heureuses, c'est 2 ou 3 ans d'incarcération. Et puis là, on n'est pas en tôle en France, hein, où il y a pas le parloir, la PlayStation, Canal satellite, c'est pas le grand luxe des taulards racailleux français, hein, parce que eux, ils savent pourquoi ils sont incarcérés et ils savent combien de temps ils vont rester. Nous, on sait pas pourquoi on est là et on sait pas combien de temps on va rester et si on va en sortir. Donc c'est une situation qui est terrible et effectivement, dans cette situation, eh ben, en fait, qu'est-ce qui vous reste si ce n'est l'éternité, si ce n'est l'au-delà, si ce n'est ce passage dans l'autre monde? Qu'est-ce qui Je vous pense fait que ouais, tenir? voilà, c'est la foi en C'est fait. ça. Alors après, on l'a ou on l'a pas. Moi, je suis pas un exemple de piété ou un exemple de foi. Et je pense que le plus grand des athées peut se remettre en question parce que là, vous êtes devant un cas de mort imminente, ou en tout cas, ça va pas tarder. Donc, il y a une grosse remise en question sur tout ce qui est existentiel et comment vous tenez dans le temps, quoi. Moi, ce qui m'a permis de durer, c'est de penser à ma famille, c'est de penser au mien, mais c'est de me dire, bah, en fait, Seigneur, si j'ai pas trouvé grâce à tes yeux, que ce que je vis en ce moment soit expiatoire. J'avais vraiment envie, en fait, de vivre ce moment-là comme quelque chose, comme un moine soldat en fait. C'était une retraite spirituelle, comme un moine, comme un prêtre ascétique qui vit dans l'ascèse, un ermite. Voilà, j'étais comme un moine soldat, quelqu'un qui vit dans la prière et qui accepte de porter sa croix à l'image du Christ. Parce que moi je suis chrétien et donc je me dis voilà, c'est ma contribution, je l'offre au bon Dieu. Votre foi vous a énormément aidé à surmonter cette expérience au niveau psychologique. Mais est-ce que par moment, vous avez tout de même craqué? Bien sûr, mais bien sûr. Moi, j'ai dormi 3/4 d'heure, 1 heure en moyenne par jour pendant 2 mois et demi. Ah oui. Vous dormez pas, vous êtes en stress. J'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Vous êtes tout le temps réveillé, je vous dis, vous êtes angoissé. Enfin bref, il y a plein de choses. Vous êtes, vous endormez pour fuir la réalité, mais vous êtes rattrapé dans vos cauchemars et vous sortez en vous réveillant en disant, mon Dieu, c'était un cauchemar. Et en fait, non, c'est votre réalité. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est terrible. Et à un moment donné, vous baissez les armes. Si vous êtes accroché à Dieu dans une épreuve pareille, vous avez le démon aussi qui s'acharne, qui fait Ouais. tout pour vous défoncer, en fait, pour vous faire douter, pour vous faire craquer, pour vous faire stresser. Et évidemment, vous êtes dans un yo-yo émotionnel permanent, 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 permanent. Et vraiment, c'est quand vraiment j'ai accepté que j'allais rester là longtemps, que finalement, on est venu nous annoncer que la semaine qui allait suivre, on allait être libéré. Mais comme il nous avait menti à chaque fois, on a été ballotté d'un endroit à l'autre à 4 reprises. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a été changé d'un endroit à l'autre, on nous a fait croire qu'on était libre.
Donc il y avait cet ascenseur émotionnel aussi, vous Ouais, imaginez? ouais, donc vous prenez toujours les informations avec des pincettes. Vous vous dites, Ouais, est-ce que évidemment. c'est vrai ou est-ce qu'ils sont en train de nous mentir là? Exactement. Donc quand ils nous disent: «Oui, à compter d'aujourd'hui, dans une semaine, vous serez libre», bon, on se regarde, on dit: «Allez, c'est bon, barrez-vous, en fait, on n'a plus envie de vous entendre». Est-ce que vous avez tissé des liens ou avez eu des conversations avec les personnes qui vous ont pris en otage pendant ces 2 mois? Alors, non, il y a jamais eu de ça, mais c'est arrivé que, parfois ils rentraient, généralement ils toquaient à la porte, ils disaient: «Jahezine, voilà, est-ce que vous êtes prêts?» En fait, ce qui se passait, c'est que nous, au début, ils nous avaient ligotés et mis des choses sur nos yeux, des bandeaux. Puis en fait, la captivité étant longue, ils allaient pas, nous garder ça, nous ligoter tout le temps et nous mettre ces choses-là. Donc ils étaient toujours en dehors. Nous, on était enfermés dans une pièce et ils nous avaient remis des espèces de lunettes de ski qu'ils avaient bombées de peinture et sur lesquelles ils avaient mis des sparadraps. Et en fait, ils nous laissaient le retirer quand on était entre nous et quand ils toquaient à la porte, ils disaient: «Jahezine, vous êtes prêts?» Donc ça veut dire: «On rentre, donc on veut pas que vous nous voyiez. Donc il Donc faut vous mettre les mettez, lunettes. donc vous les mettez». Et Mmh. donc évidemment, parfois ils testaient, ils venaient à côté de nous, ils s'asseyaient mais en silence. Donc nous, on sait pas qu'ils sont assis à côté de nous. Ils soufflaient leur cigarette pour voir si on allait la sentir, ou ils faisaient des gestes brusques pour voir si on voyait, si on allait reculer. Ils nous testaient. Mais ça arrivait qu'ils rentrent et sans prévenir en fait. On n'avait même pas le temps de. Et c'est arrivé une fois, je me souviens, qu'il y en ait un. Il y en avait qui étaient gentils, vraiment. Il y en avait qui étaient corrects et qui étaient très humains. Et je me souviens, en fait, ils nous avaient pris. Moi, on avait été dépouillés de tout, nos bagues, nos billets, notre argent, nos passeports, tous nos bijoux, tout, tout. Ils nous avaient tout pris. Mais moi, je sais pas pourquoi. Il m'était resté un chapelet que j'avais autour du cou et que je ne quittais jamais. Et et un jour, je sais pas, ils rentrent dans la cellule, bref, ils m'ont pris ça. Ils m'ont pris ça alors ils l'avaient pas vu. Et j'avais rien pu dire, mais ça me faisait mal parce que c'était mon seul lien avec le bon Dieu et j'étais triste en fait qu'ils me le prennent. Et je sais pas pourquoi Antoine, lui, il avait un petit peu des choses comme ça. C'est des disonniers en fait. C'est comme un petit chapelet mais en Mmh. bracelet. Oui. Et vous pouvez prier en fait le chapelet dessus. Et lui, il en avait deux trois en fait. Et il m'en avait donné un. Et ça leur, bon, ils ont vu ça comme un bout de tissu, ils lui ont pas pris, ils s'en foutaient. Et il me l'avait donné. Et à un moment donné, le gars arrive et il me le saisit, il veut me le prendre. Et je lui ai dit, je lui ai fait ce signe, mais moi j'avais des trucs sur lui, j'ai dit, mais laissez-moi ça, laissez-moi au moins ça. Et il m'a dit, d'accord. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que tu gardes ça? J'ai dit, c'est pour prier. Et il m'a dit, mais comment tu pries? Qu'est-ce que vous dites? Donc là, il y a eu un petit échange. Mmh. Et le jour où on a été libérés, je crois avoir reconnu cet homme-là. Et il y avait dans son regard un peu quelque chose du genre, ouais, quelque chose du genre, désolé, en fait, on fait notre boulot, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de, pardon, en fait, À si ce on, moment-là, vous captez une pointe d'humanité dans son regard. ouais, il y avait mais la même humanité dont il avait fait preuve à l'intérieur de la geôle, il y Ouais. avait cette humanité dans son regard pour dire, pardon, il y a rien de personnel. Après, c'est des mecs qui auraient dû appuyer sur la gâchette, ils l'auraient fait. Bah, ouais, ouais. Et il y a quelque chose, voilà, ok, si on doit vous exécuter, on vous exécute, c'est notre tâche, c'est notre travail. Je suis pas, il n'y a pas de logique de, vous savez, l'espèce de syndrome de Stockholm où vous vous mettez à aimer vos bourreaux. Mais je ne peux pas nier que ces gens-là ont été humains avec nous. Ils nous ont gardés, c'était pas cool, c'était terrible, c'était dur, c'était ce que vous voulez. Ils nous ont pas tabassés, ils nous ont pas humiliés, ils nous ont pas traités comme des animaux, ils nous ont pas, ils étaient pas là dans une logique de nous effrayer. En tout cas, pas certains d'entre eux. Il y en a un qui était dans une logique où ils étaient durs en fait. Mais il n'y avait pas de cruauté où ils nous ont mis au point d'être des bêtes en fait. Moi, j'ai connu indirectement des gars qui ont été pris par l'État islamique à Alep en 2012. C'est pas le même traitement. Là, les mecs se faisaient, ils décapitaient des mecs devant eux. Les Et services de justement, renseignement. au bout de ces 2 mois de captivité, hyper difficile, roller coaster, horrible, comment vous avez été relâchés? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, pour la faire courte, un jour ils rentrent et ils nous disent voilà, à partir d'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, vous serez libérés. Voilà, dans une semaine, vous serez auprès de vos familles. Ils nous avaient OK. déjà sorti ces boniments à plusieurs reprises, donc on n'y croit pas une seule seconde. Et en fait, il dit si, vous devez comprendre une chose, le monde a changé depuis que vous êtes enfermés. Le monde est au bord de l'apocalypse. Il nous décrit un truc qui se passe dans le monde. Des gens meurent de tous les côtés. Ils nous mettent la télé, ils nous mettent un écran, ils nous mettent une télé, et ils mettent une chaîne et ils mettent la BBC. Et on voit toutes les capitales du monde revues les unes après les autres. Enfin, en tout cas, Londres, Washington, Paris, Téhéran, Rome, Pékin, bref. Ils nous montrent toutes ces grandes villes de la planète avec pas un chat dans les rues.
et des quelques personnes qui se saluent avec le coude, avec le genou, les pieds ou je sais pas quoi. Et ils nous parlent d'une maladie qui s'appelle le niveau. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y a le décompte des morts, le nombre de morts et le nombre de gens qui sont en sursis, qui vont bientôt mourir. Et en fait, il nous dit vous allez être libérés et il nous explique cette situation apocalyptique. Donc on se dit mais c'est quoi le lien en fait? Donc nous, ce qu'on comprend et ce qui nous a été rapporté par la suite après les débriefs, après l'ambassade, après notre libération, que quand on vous prend en otage, vous êtes un peu comme une bouteille de pinard qu'on met à la cave, elle prend de l'âge et son cru augmente en valeur, en goût, en tout ce que vous voulez, justement après une certaine durée. C'est ça le but de la logique d'une prise d'otage. C'est de désespérer les familles au point qu'il y ait une pression sur l'État, les qu'en dira-t-on, de ne pas avoir été en capacité de résoudre une crise. Donc le but, c'est de nous garder séquestrés le plus longtemps possible pour que finalement, l'État, qui est garant des ressortissants, abdique et accepte les conditions de ceux qui vous ont séquestrés. Sauf que le niveau, vu l'état d'insalubrité dans lequel nous étions séquestrés, ils pouvaient nous tuer. Et qu'est-ce qu'ils auraient dit au service de renseignement français ou à l'État français s'ils ils avaient rendu des cadavres? Ben non, c'est pas dû à notre mauvais traitement, on les a pas torturés. On vous assure, c'est pas nous, c'est le niveau. Je comprends. Donc il fallait, en finale, ce qui était censé être une espèce de poule aux œufs d'or, ces quatre otages, devenait finalement une patate chaude. Il fallait les dégager avant que le niveau ne complique les choses. C'est dingue parce qu'en fait, le veut que vous a libéré. Oui, à l'époque où tout le monde était séquestré, enfermé, on a vu nos grands-parents mourir à l'EHPAD sans pouvoir les assister, les embrasser une dernière fois. Je sais que ça a été tragique pour bien des gens. Beaucoup, nous, c'est l'inverse. Nous, on a été libérés, propulsés, catapultés vers la lumière du jour, dont on a été privés pendant 2 mois et demi. Et en fait, ouais, on a été libérés. Quand vous nous racontez tout ça avec beaucoup d'émotion, honnêtement, j'en ai eu la chair de poule. J'ai l'impression que vous vous êtes remis en question pendant ces 2 mois, sans cesse. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Ce que j'ai appris sur moi, c'est ma vulnérabilité. Ce que j'ai appris sur moi dans ce genre d'épreuve, eh bien, c'est évidemment que peut-être aussi il m'est arrivé de faire ces choses-là parce qu'on se perd toujours. Même si vous êtes au début, j'étais zélé, je voulais faire ça vraiment par amour des Syriens. Et après, je suis dans une logique un peu communautariste. Puis à la fin, j'étais là. De toute façon, je fais assez de bien. Donc si je fais un petit peu des trucs à l'arrache ou je fais des petits à côté, des petits écarts, c'est pas bien grave. Et en fait, je me place sous mon propre jugement. Donc je pense que j'ai été rappelé à l'ordre, mais ça faisait partie de mes prières. Parce que moi je suis un pécheur, comme beaucoup, mais je crois que j'ai aussi demandé vraiment au bon Dieu. J'ai dit mais s'il devait m'arriver de vivre une frayeur et que c'était nécessaire, donc je pense que le Seigneur a répondu à ma prière et qu'il a permis peut-être ce moment-là difficile pour me remettre dans le bon chemin. Nous, ce qu'on a envie de faire dans cet épisode, c'est de comprendre les enjeux qui se passent actuellement en Syrie. Pourquoi? Parce qu'on a très peu d'informations finalement de la part des médias. Est-ce bien étonnant, j'ai envie de dire, n'est-ce pas Alexandre? Le but, c'est de comprendre la région avec une approche toujours pédagogique. Et c'est pour ça, moi, que je vous ai invité, parce que vous êtes un homme de terrain, à la différence des pseudo-experts qu'on voit à longueur de temps sur les plateaux télé. Donc ma première question, elle est simple. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre première impression en arrivant en Syrie? Parce que moi, la Syrie, c'est un pays qui m'a toujours fascinée, que j'aurais adoré visiter. Donc j'aimerais beaucoup avoir votre témoignage là-dessus. Alors la Syrie, moi je l'ai connue la première fois, je crois, en 2003. Et j'y suis allé à 5 ou 6 reprises entre 2003 et 2007. C'est un pays qui m'a beaucoup attiré. À l'époque, je me rendais au Liban et les Libanais me disaient, alors c'est certains Libanais, mais pourquoi tu veux aller en Syrie? Yani, vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de discothèque. Vous faites Alors bien moi, le Libanais. ouais. Alors moi, tu me dis ça une fois, ouais, il n'y a pas de discothèque, il n'y a rien à faire, la Syrie c'est pourri, mais j'y vais en fait tout de suite. Et ça m'enchantait ce mot Syrie, Damas. C'était beau en fait, ça sonnait beau à mes oreilles. J'avais vraiment envie de connaître la Syrie et il y avait quelque chose de très authentique chez les Syriens. Et c'est vrai qu'on sent qu'on est dans un pays sous cloche. À l'époque, la pression, elle n'est pas djihadiste, elle n'est pas islamiste, elle n'est pas... Non, c'est le pouvoir en place. Vous allez arriver dans un hôtel, vous avez un type qui enfonce votre porte et qui vous attrape et qui vous fait vous asseoir et qui vous questionne pendant des heures. Pourquoi t'es là, si ça? Ça, c'est les choses que j'avais vécues avec des copains quand je me rendais là-bas. C'est les choses qui vous mettent pas à l'aise. Vous sentez que vous êtes observé, qu'on va vous questionner. Il y a cette atmosphère, mais vous êtes aussi dans un pays avec un peuple qui incarne cette mosaïque ethnique et confessionnelle
qui s'est bâti sur des siècles. Vous êtes en Syrie. Moi, à chaque fois, j'allais à Damas. J'allais au Souk Hamidiyeh. J'allais dans le vieux Damas. Vous avez, c'est une capitale, c'est une des capitales du monde les plus anciennement habitées. C'est au-delà de 5000 ans d'habitation, d'agglomération. Vous avez des maisons qui sont faites avec les murs porteurs des maisons qui sont faites dans le vieux Damas, sont faites de colonnes gréco-romaines. Vous avez la mosquée des Omeyyades. Vous avez des vestiges du passé gréco-romain qui touchent les dynasties Omeyyades. Vous allez à Palmyre, c'est un ensemble gréco-romain. Vous passez par Raqqa pour aller à Alep, c'est la porte des Abbassides. Vous Une êtes histoire tellement riche, c'est ça, moi, qui me fascine. tout est là, en fait. Vous avez différentes périodes de l'histoire avec un grand H qui s'enchevêtrent, qui se juxtaposent, qui se collent les uns les autres, ces monuments, et qui sont là tout autour de vous. Vous avez des vestiges sumériens, omeyyades, abbassides, tout ce que vous voulez. En fait, c'est magnifique. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce pays, et effectivement, le revoir en période de guerre, détruit beaucoup de ces choses-là cassées, beaucoup de ces choses-là abîmées. Un peuple qui vit dans l'angoisse permanente, d'être anéanti, d'être, de disparaître en fait. C'est vraiment essentiel de comprendre que ce pays est composé de différentes communautés qui sont fractionnées et qui vivent pourtant dans un seul et même territoire. Et c'est un pays qui est assez complexe à cause de ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales communautés qui vivent en Syrie et surtout leurs spécificités? Alors vous avez la Syrie, c'est vrai que c'est un pays qui est très hétérogène sur le plan ethno-confessionnel. C'est majoritairement sunnite, c'est 60 à 65% de 22 millions d'habitants qui sont sunnites. Vous avez ensuite 10 à 12% ou 12 à 14%, je parle de avant la guerre, de ces 22 millions d'habitants, vous avez 10 à 12% ou 12 à 14%, ça dépend des sources, d'alaouites. Vous avez 1,5% de chiites duodécimains. Les chiites duodécimains ne sont pas comme les alaouites, les ismaéliens ou les zéidites. Ce sont ceux qui croient aux 12 imams, donc de Ali jusqu'à Mohammed el-Mahdi, c'est-à-dire celui qui a été occulté, qui a été caché par la main de Dieu et qui doit revenir à la fin des temps pour se battre contre le Dajjal, l'Antéchrist et ses armées. Et une fois que cette guerre entre le Mahdi et le Dajjal aura lieu, Jésus arrive derrière et vient trier les vivants et les morts et les bons et les mauvais, etc. Le grand jugement. Donc, ceux qui croient à cela, les duodécimains, c'est la majorité qu'on retrouve en Iran à hauteur de 90-95%, les Irakiens à hauteur de 60%, et une bonne partie des Libanais, eh bien, vous n'en avez que 1,5% en Syrie. Vous avez 10% de Druzes à peu près, et vous avez également 10% de chrétiens. De chrétiens, il n'y a pas une communauté chrétienne, il y en a de nombreuses, et contrairement à toutes ces communautés que je viens d'énumérer, les sunnites, les chiites, les alaouites et les druzes, les chrétiens sont éparpillés de façon très disparate aux quatre coins de la Syrie. Et donc, vous les avez également en Djeziré, la Djeziré en arabe, Djeziré, le Djezaïr, le pluriel de Djeziré, ça veut dire l'île. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une île? Parce que c'est un morceau de terre entre le Tigre et l'Euphrate. C'est là où il y a la minorité kurde la plus abondante. Donc, quand on parle des Kurdes, on parle pas d'une religion, on parle d'une ethnie qui est non arabe, et qui est d'ascendance iranienne. Quand je dis iranien, je ne parle pas des habitants de l'Iran, je parle d'une peuplade iranienne qui est au-delà du territoire iranien. Des peuplades iraniennes en dehors du territoire iranien, vous avez les Pashtuns en Afghanistan et au Pakistan, qu'on appelle les Pathanes, vous avez les Baloutches qui sont également en Afghanistan, au Pakistan et en Iran, et vous avez les Kurdes à cheval sur 4 pays, Iran, Irak, Syrie et Turquie. Mais vous avez aussi les Ossètes en Géorgie, etc. Ce sont des peuplades iraniennes. Donc les Kurdes, descendants des Mèdes, peuples iraniens, dans cet ensemble arabe, et vous avez des chrétiens au milieu d'eux. Quand on vous écoute parler, Alexandre, on se rend compte à quel point il y a c'est complexe. On se rend compte de la diversité vraiment des communautés sur ce territoire, et c'est assez surprenant et déroutant pour un Français ou un Occidental. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ces informations pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette région. Les Alaouites, représentés par le régime de Bachar el-Assad, les sunnites, les chiites, les Kurdes, les chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la situation s'est dégradée comme ça d'un coup? Alors en fait, je crois, c'est aussi une erreur de penser qu'elle s'est dégradée d'un coup. Malheureusement, effectivement, il y a la guerre. La guerre en Syrie, c'est en 2011. Ça commence d'un refus de la part de Assad de procéder à un partenariat d'approvisionnement en ressources énergétiques qui partent du gaz qatari, c'est Qatar,
qui achemine son gaz via l'Arabie Saoudite, qui passe par la Jordanie, qui transite par la Syrie pour aller ensuite jusqu'en Turquie pour approvisionner l'Europe de ce gaz qatari. Et en fait, Assad, plutôt que d'accepter d'être un pays par lequel transite le gaz qatari, il a préféré être le pays par lequel transite le gaz iranien, qui va passer par l'Irak et donc par la Syrie pour aller jusqu'au port syrien de Latakia et de Tartous, dans lesquels se trouvent les Russes, en fait, puisqu'ils sont présents à Latakia et à Tartous, qu'ils ont des concessions et que c'est là que se trouve leur port en eau profonde. D'accord Donc, en fait, en acceptant le partenariat avec les Iraniens et les Russes, il se place dans un axe politico-économique sur ses ressources énergétiques qui défie les pétromonarchies du Golfe et la Turquie. Donc, il préfère une alliance au détriment d'une autre. C'est de là que ça va commencer. Mais en réalité, ce qui va surgir, puisqu'à partir du moment où il va y avoir ce refus, on est en plein dans ce qu'on appelle le printemps arabe, plein de gens avec toute la légitimité du monde disent il y en a marre de la dictature, il y en a marre de ce régime autoritaire, nous voulons la démocratie, à l'instar de tout un tas d'autres pays qui ont eux aussi réclamé le départ de leur Ben Ali, de leur Moubarak, etc. Nous aussi, nous voulons que Assad dégage. Sauf qu'en réalité, dans ce contexte-là, eh bien, les pétromonarchies du Golfe et la Turquie vont littéralement participer à la déstabilisation de la Syrie, mais pas que les pétromonarchies du Golfe et la Turquie, mais tout l'Occident, en fait, tout l'Ouest. On va littéralement donner un crédit à tout ce qui s'oppose à Assad. Et il y a un crédit. Les gens en ont marre. Qui avait intérêt à voir Bachar el-Assad au pouvoir pendant toutes ces années? Alors, effectivement, il y a je pense notamment à des spécialistes de la question arabe, du nationalisme arabe, de cette région du monde. Si on écoute Charles Saint-Pro, et c'est très intéressant de l'entendre, c'est quelqu'un qui explique que Assad était très clairement, Hafez al-Assad, Hafez père, était très clairement en fait un projet américain dans la région parce que ce sont ceux qui ont confisqué le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe, à la base, c'est l'outil des Français pour taper dans les Ottomans qui sont en perte de vitesse et qui sont sur le point de chuter. Mais une fois que cette unité arabe a lieu, après, il faut diviser les Arabes entre eux. Donc le nationalisme arabe, après avoir lutté contre les Ottomans, il va lutter contre le mandat français ou la présence des Britanniques. Mais ensuite, qui va être leur ennemi après la Deuxième Guerre mondiale quand les Français vont se retirer? Ça va être l'État d'Israël. Donc quand les Français et les Anglais se retirent, ils lâchent un ver dans le fruit qui s'appelle Israël. Donc le nationalisme arabe, d'abord, c'était contre l'Empire ottoman, ensuite c'était contre les Français et les Britanniques, et ensuite ça a été contre Israël. Et or, quand Assad arrive au pouvoir, le Baas incarné par les Alaouites va complètement confisquer la nature première de ce nationalisme arabe. Ce ne sera plus de lutter contre Israël. Il va y avoir une véritable trahison de la part de ces Alaouites qui se sont accaparés le nationalisme à travers le Baas, et on va même accuser Assad d'avoir été celui qui a mené la Syrie à la perte lors de la guerre de 1967, la guerre des 6 jours, la prise du Golan par Israël et du Sinaï, où à l'époque, Assad avait envoyé son aviation, mais sans munitions. Donc, si je comprends bien, les Assad ont été soutenus et voulus par les États-Unis et ont été ensuite lâchés parce qu'ils ne partageaient plus en fait les mêmes intérêts. Les Américains ont une tendance à lâcher leurs alliés très rapidement, et je dis pas qu'il n'y a pas de raison, ils ont leurs raisons à eux. Mais oui, on l'a bien compris, ils ont tendance à retourner leur veste. Oui. Selon leurs intérêts. Ils ont fait le coup à tellement de pays. Saddam, ils lui ont dit oui, tu peux attaquer le Koweït. Il a attaqué le Koweït. Ils lui sont tombés dessus. Ils ont fait ça avec plein d'autres pays. Ils ont lâché le Shah d'Iran. C'est un peu leur marque de fabrique. Oui, ce ne sont pas des partenaires fiables. Sur un caprice du Conseil d'État, du jour au lendemain, leurs alliés les plus fiables peuvent devenir leurs ennemis jurés. Et ils ont cette tendance à la trahison. Il faut savoir que quand les Alaouites ont pris le contrôle du parti Baas, la forme la plus aboutie du nationalisme arabe était dans la conception du parti Baas, qui avait été créé par Michel Aflaq et Salah ad-Din Bitar en 1947. Le Baas a pris le pouvoir en 1963 et Hafez al-Assad a pris le pouvoir au sein du parti Baas en 1970. Mais Salah al-Jadid, qui était lui-même un Alaouite, avait déjà, dès 1966, phagocyté entre guillemets le Baas en y installant beaucoup d'Alaouites. D'accord? Il y a une véritable infiltration de la présence alaouite à l'intérieur du parti Baas dès la fin des années 60 et à l'aube de la guerre avec Israël, la fameuse guerre des 6 jours, la fameuse guerre de 67.
Et donc, il s'avère que plutôt, je veux pas être long sur ça, mais je veux qu'on comprenne que l'origine du nationalisme arabe pour chaque pays arabe n'est pas pour la Syrie ou pour l'Irak. C'est de créer l'unité arabe qui va du Maroc jusqu'à l'Irak. C'est une logique pan-arabe. C'est une logique qui transcende les frontières qui ont été imposées par les Occidentaux lors des accords Sykes-Picot à la chute de l'Empire ottoman. Il n'y a pas une logique nationaliste arabe qui vise uniquement ses frontières. Il y a une logique qui transcende les frontières. Mais lorsque les Alaouites prennent le pouvoir, ils sont davantage dans une confiscation du pouvoir et ils essayent de se protéger d'être dépossédés d'un pouvoir dont ils se savent illégitimes. Donc, ils vont cesser la lutte contre Israël. C'est ce qu'on va reprocher à Assad. Dans la guerre la guerre en 67, la guerre des 6 jours, il va envoyer des avions, mais sans munitions. Il va littéralement préparer son coup d'État au détriment de la lutte pour la cause palestinienne. Donc, en fait, il va confisquer la lutte arabe pour entériner le pouvoir des Alaouites au sein de la Syrie. Donc, il y a une trahison dans le monde arabe. En tout cas, c'est de cela dont on l'accuse. C'est pas moi qui parle. Il a réussi à confisquer le pouvoir en cadenassant, avec les services de renseignement, la présence alaouite. Et il va aussi agiter l'épouvantail islamiste. Il y a aussi cette logique de dire, attention, si le régime autoritaire que j'incarne ne vous plaît pas, venez à tomber, vous savez ce qui vous attend. Donc, il va se maintenir au pouvoir avec une ferme autorité. Mais en même temps, ces Alaouites-là vont aussi acheter la paix sociale pour ne pas avoir la rue arabe dans leur dos. C'est la raison pour laquelle Hafez al-Assad va marier Bachar al-Assad à une fille de la bourgeoisie sunnite de Homs, Asma Akhras, qui va devenir la première dame de Syrie. Il va construire plus de mosquées en 30 ans qu'il n'y en aura eu en 1400 ans de califat. Il va faire un hajj à la Mecque pour montrer aux sunnites, regardez, je suis musulman. Les Alaouites n'ont jamais été musulmans. Ils n'ont jamais été considérés comme une religion de l'islam. C'est en 1970 que Hafez al-Assad fait reconnaître l'alaouisme comme religion de l'islam pour avoir une légitimité auprès des frères musulmans. Donc, il est obligé d'acheter la paix sociale en pactisant un maximum avec ses ennemis. Donc, il va se maintenir au pouvoir de plein de façons. Et c'est vrai qu'il y a une passation de pouvoir entre Hafez et Bachar. Et quand Bachar arrive au pouvoir, on est en 2000, et il y a eu un printemps, ce qu'on appelle un printemps de Damas, c'est-à-dire une forme un souffle de liberté qui a soufflé sur la Syrie en la personne de Bachar. Le régime de Bachar el-Assad a tenu pendant plus de 10 ans quand même, malgré la guerre. Quels sont les principaux soutiens qui ont permis ça? En fait, Bachar, c'était quelqu'un qui n'était pas à la base, qui n'était pas promis en fait à cette guidance politique. C'était un ophtalmo qui vivait qui travaillait et qui vivait à Londres. Bachar el-Assad, c'était un ophtalmo qui vivait à Londres? Oui, c'était un ophtalmologue. D'accord. C'était un docteur. C'est pour ça qu'on l'appelle docteur Bachar. Il y a docteur. Parce que c'était objectivement un docteur. Et les titres chez les Arabes sont très importants. C'était un docteur ophtalmo à Londres et c'était son frère Bassem qui devait prendre le pouvoir à la suite de Hafez al-Assad, mais il est mort d'un accident de voiture en 94, je crois. Donc dès 94, c'est pas en 2000, ça lui tombe dessus à la mort de Hafez. Ah, c'est Bachar qui doit prendre le pouvoir. Dès 94, dès la mort de son grand frère, Bachar savait que c'était lui qui devait assurer la continuité. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas dans cette optique-là. Il n'était pas dans cette optique-là. Et donc, en tout cas, quand il arrive, effectivement, on parle d'un printemps de Damas. Il permet aux Syriens de se regrouper en club associatif. Il permet la satire. Il permet un journalisme un peu plus libre qu'auparavant. Et en fait, on est dans un contexte où les Libanais ont des slogans de plus en plus anti-syriens, de plus en plus pro-occidentaux, et Ariel Sharon vient d'être élu Premier ministre en Israël. Donc en fait, la réelle politique qui entoure la Syrie, plus les attentats du 11 septembre qui font que les Américains vont attaquer l'Afghanistan et le danger se rapproche de l'Irak, donc en fait, ça sent le sapin pour la Syrie, puisque toute la région qui avoisine la Syrie, tous les pays qui avoisinent la Syrie, lui sont de plus en plus hostiles ou de plus en plus instables. Quand les Syriens étaient au Liban pendant 25 ans, ils constatent que, en fait, Assad a donné des libertés au peuple syrien qu'il va falloir reprendre. Donc il va falloir signer, il va falloir siffler la fin de la récré et arrêter d'être trop gentil avec le peuple. Et donc il va redurcir le ton.
il va redurcir le ton. Et en fait, on s'en suit en fait beaucoup de bouleversements. Il faut se rappeler, Sarkozy en 2007, il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri au Liban en 2005. On a accusé la Syrie. La Syrie a été totalement ostracisée, notamment par Chirac. Ensuite vient Sarkozy, mais qui essaye de se faire copain avec Assad pour euh, cesser, comment dire, pour pour neutraliser la Syrie et empêcher la Syrie d'être un pont entre l'Iran et le Liban. Parce que ça a toujours été le cas. La Syrie est le moyen qui permet à l'Iran d'agir au Liban et de faire pression sur Israël. Et Sarkozy a un alignement pro-israélien significatif. Son but, c'est de séduire la Syrie avec le partenariat pour les pays, pour la Méditerranée, de signer un partenariat économique pour attirer Assad dans ses filets et le couper définitivement de l'Iran. Ce qui ne va pas marcher, et notamment également avec ce projet des gazoducs en 2011 dont je parlais tout à l'heure. Oui, donc en fait, l'intérêt de la Syrie, c'est vraiment sa situation géographique dans un premier temps. Exactement. Le problème de la Syrie, c'est d'être là où elle se trouve. Bon, un jour, les États-Unis décident de lâcher Bachar el-Assad et contre toute attente, ils trouvent un soutien, la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Russie mette son nez dans cette histoire ? En fait, les Russes, ce sont des pragmatiques, ce sont des joueurs d'échecs, ce sont des gens qui s'inscrivent dans le temps long. L'histoire de la Russie, c'est une extension de leur territoire en direction des mers chaudes, depuis toujours. Depuis la création du premier État moscovite, et même à l'époque c'était à Kiev, ensuite ils ont émigré vers le nord, ils ont systématiquement tendu vers les mers chaudes. Leur port en eau profonde, c'est Latakia et Tartous en Méditerranée, en Syrie. Mais également dans le contexte de la guerre froide depuis 1945, les Américains ont soutenu Israël. C'est une création aussi états-unienne, britannique d'abord. En revanche, les Russes ont soutenu les ennemis des États-Unis, à savoir les peuples arabes. Donc c'est pour ça que vous avez dans le nationalisme arabe aussi beaucoup de marxisme, de stalinisme. Les soviets ont soutenu les Falagas en Algérie contre la présence française. C'est-à-dire que tous les mouvements d'émancipation face à la colonisation, ce sont les Russes qui étaient souvent derrière les Arabes. Donc en fait, il y a une alliance avec les Arabes de la part des Russes à l'époque de l'URSS, donc qui date. Ça veut dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même un partenariat. L'intérêt de la Russie, c'est de maintenir sa présence en eau profonde, dans ses ports en eau profonde, c'est d'assurer une stabilité et d'envoyer un message clair à tous ses partenaires politiques, économiques dans le monde entier pour dire nous ne sommes pas une puissance qui fait défaut à la moindre incartade, nous sommes des alliés fiables, et en plus de ça, ces ports en eau profonde, c'est quand même ce qui leur permet aux Russes de pouvoir ravitailler leur matériel militaire en Afrique, où ils sont littéralement en train de dévisser la présence française, la présence occidentale, et là on voit que les Russes et les Turcs sont très complémentaires en fait dans ce jeu de prise de pouvoir, en tout cas sur le sol africain. Alors que la situation semblait stagner durant toutes ces années, un matin, on se réveille et on apprend que le régime de Bachar el-Assad a chuté en seulement 24 heures sans que personne ne s'y attende. Moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Alors, ça a duré 12 jours, mais c'est vrai que ça a été très rapide. On a l'impression quand même, voilà, que c'était assez rapide. Bien sûr, mais c'est clair, mais on est bien d'accord avec ça. Ça s'est effondré comme un château de cartes. La guerre, elle existe il y a une guerre depuis 2011. C'est une guerre à la base, on va dire civile, mais qui très rapidement devient une guerre mondiale. On parle de plus de 90 nationalités étrangères déversées sur le sol syrien. Le dernier pays qui incarnait un soupçon de nationalisme arabe, il y a eu l'Égypte qui depuis 78 a fait partenariat, accord avec les rétrocessions de Sinaï, Camp David, 78 avec Anwar el-Sadat, l'Égypte qui s'est retournée et qui est devenue amie d'Israël. L'Irak, c'est fini, la question de Saddam est terminée depuis sa pendaison en 2006 par les Américains. Il restait plus que la Syrie. Et en fait, voilà, la Syrie, elle a quand même vécu 14 années de guerre. Le pays est à bout de souffle. Il y a eu un embargo qui, dès le début de la guerre, a été imposé par l'Occident. Et quand en 2020, fin 2019, début 2020, on peut dire que la guerre de haute intensité a cessé. Et elle a laissé place à une guerre économique sans merci, c'est-à-dire que cette guerre économique, cette asphyxie économique, cet embargo qui avait commencé dès le début de la guerre, a été augmenté de manière cruelle avec ce fameux plan César. C'est le 16 ou le 17 juin 2020 qu'il a été mis en place et qui a littéralement asphyxier les Syriens, en fait. Mais ce que je veux comprendre, Alexandre, c'est surtout comment
Comment je ça viens, arrivait en si peu de temps? et C'est je ça sais que je bien, veux mais en fait, comprendre. pourquoi moi je vous réponds en faisant cette digression, c'est qu'en fait, justement, quand Hayat Tahrir al-Sham sort de la zone d'Idlib dans laquelle elle a été entassée, elle prend le pouvoir. Pourquoi? Elle prend le pouvoir parce que pendant 14 années, pendant 15 ans ou 13 ans, les Syriens ont été essoufflés. Ils ont donné leurs enfants, ils ont donné leur sueur, leurs larmes, leur sang. Ils ont tout donné. Ils se sont sacrifiés pour garder ce pays tel qu'il est, pour sauver la peau de Assad, pour se tenir derrière l'armée syrienne, tout l'effort de guerre que ces gens-là ont fourni. Quand les Russes sont intervenus et qu'ils ont pris les champs de pétrole et les ressources gazières, et les Américains qui ont soutenu les Kurdes, eh bien, quand les Russes et les Américains prennent le gaz et le pétrole des Syriens, les Syriens n'en bénéficient pas. La Syrie, pendant des années, et ce depuis ce plan César, cet embargo qui est depuis 2020 à l'ordre du jour, ils sont privés de pain, ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus d'électricité, on peut pas redémarrer une économie, ils n'ont même pas d'eau potable dans certains endroits, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont pas de quoi chauffer. Imaginez, quand le 7 octobre 2023 a lieu, que Israël répond, qu'ensuite le Sud Liban, que toutes les puissances, et c'est là, j'arrive pour répondre à votre question, vous avez toutes les forces sécuritaires de Alep, les chiites, de Hezbollah, les puissances iraniennes, qui vont s'engouffrer au sud du Liban pour faire la guerre à Israël. Et vous avez les puissances russes qui ont dû démobiliser leurs troupes pour les envoyer en Ukraine depuis 2022. Vous aviez un vide sécuritaire. En vérité, la Syrie, elle ne tenait plus à rien pour des raisons internes et externes que j'évoque. C'est-à-dire que les Syriens ne peuvent plus se battre, ils sont fatigués. Et ils ne peuvent plus défendre Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, il a été populaire pendant 10 années de guerre, au moins jusqu'à 2020. Mais quand la guerre s'est terminée, Assad n'a absolument rien fait pour, pour gratifier son peuple. Il les a assommés à coups de taxes, à coups d'impôts. Il a été encore plus dur qu'avant la guerre. Donc les Syriens, quand ils voient Hayat Tahrir al-Sham débouler, qu'est-ce qu'elle fait l'armée syrienne qui est payée 30 € par mois? Et la veille de l'attaque de Hayat Tahrir al-Sham, quand Hayat Tahrir al-Sham arrive et attaque, Bachar al-Assad, il dit, OK, on vous augmente de 50%. Donc de 30 €, vous gagnez 45 €. Les gens, ils veulent pas mourir pour 50 balles. Ils veulent pas mourir pour 50 €. Donc si je comprends bien, Alexandre, c'est au tour de la Russie de les laisser tomber, ce qui permet, du coup, une offensive express. Mais en fait, il faut comprendre que vous pouvez pas être plus royaliste que le roi. Si l'armée syrienne ne se défend même plus, pourquoi les Russes vont se défendre? Pourquoi les Russes vont défendre les Syriens? C'est-à-dire que les Syriens ont appelé l'aide, ont appelé les Russes à l'aide. Les Russes sont arrivés en Syrie le 30 septembre 2015. Les Russes interviennent parce que l'armée syrienne est efficace, elle est effective sur le terrain. Les Iraniens également. Mais pourquoi est-ce que d'un seul coup les Iraniens et les Russes disparaissent? Quand les Iraniens n'ont cessé de sommer Assad, de discuter avec la Turquie. Et c'est pour ça que je fais ces digressions et que je reviens un peu dans le passé. Parce qu'il faut comprendre en fait l'attitude des puissances étrangères. Les puissances étrangères ne peuvent pas faire le travail que les Syriens se refusent de faire eux-mêmes. Les Syriens ne se battent pas. Pourquoi nous, on va aller se battre? Donc je comprends, en fait, la situation, elle était devenue inacceptable, c'était terminé, et il y avait plus forcément de défense sur place, et c'était même, ouais, ils étaient en mode, faites ce que vous voulez maintenant. Et pourquoi les Syriens ne se battaient pas? Pourquoi les Syriens ne se battaient pas? Pourquoi les Russes et les Iraniens ne se battaient pas? Parce que les Syriens eux-mêmes ne se battaient pas pour se défendre. Ok. Alors maintenant, pourquoi les Syriens ne se battaient pas? Mais les Syriens ne se battaient plus parce qu'en vérité, ils sont complètement à genoux. Il y a eu un effet d'aubaine, c'est-à-dire que la guerre en Israël, avec le Sud Liban, a fait que toutes les forces chiites, Hezbollah et iraniennes se sont engouffrées au sud du Liban. Et les Russes, depuis 2022, ils peuvent pas être partout. Ils doivent masser leurs troupes en Ukraine. Donc, les Turcs et les Israéliens, ensemble, ont bénéficié de ce qu'on appelle un effet d'aubaine. C'était l'occasion d'attaquer, et ils ont attaqué. Et en face, l'armée syrienne, elle ne peut plus donner la même énergie qu'elle a donnée pendant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus en leur gouvernement. Pourquoi? Parce qu'Assad les a déçus. De toute façon, c'est logique, c'est-à-dire que quand le gouvernement en place n'est plus capable d'apporter une sécurité, un bien vivre au peuple, qu'est-ce que fait le peuple? Il se rebelle, il se... Bien sûr, bien sûr. Après, c'est l'horreur des embargos. L'embargo, ça n'a jamais été pour faire capituler le pouvoir en place. C'est toujours dans le but d'asphyxier le peuple au point qu'il se retourne contre son gouvernement. C'est ça. Mais là où ce qui est terrible, c'est que Assad, malgré cette réalité du pourquoi de l'embargo, il n'a même pas essayé. Mais en fait, on le dit, muter dans une forme d'autisme, en fait. C'est-à-dire, il veut pas parler, il veut pas négocier, il veut pas parler avec les Turcs, il est prêt à aucun compromis et il continue d'avoir cette espèce de gant de fer sur son peuple. En fait, les gens, ils disent, attends, moi, j'ai perdu toute ma famille, j'ai vu mon oncle se faire regarder sur YouTube, j'ai pu mes parents, mes enfants se sont barrés à l'étranger.
Ça suffit, en fait. Je vais pas me battre. Qui viennent, en fait. Et on les voit tous avec le drapeau de la révolution. Les mêmes slogans qu'ils donnaient pour l'amour de Bachar al-Assad aujourd'hui, c'est pour l'amour de la révolution. Mais la gueule de bois, elle a été rapide. Parce que quand bien même Bachar a déçu et qu'on a accueilli ces gens-là comme des libérateurs, mais les gens ont peur. C'est pas pour autant que tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui en Syrie. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qui est ce Al-Joulani, la personne qui a renversé Bachar el-Assad et qui a pris le pouvoir en Syrie? Alors Al-Jolani, de toute façon, c'est l'histoire. Ce sont les liaisons dangereuses et les liaisons intimes entre les États-Unis et toutes ces figures emblématiques. Je veux dire, contrairement au Hezbollah, qui n'est pas made in USA, voilà, vous avez Al-Qaïda, vous avez l'État islamique, vous avez Al-Nusra, qui sont de fabrication occidentale. Voilà, c'est clair. Maintenant, évidemment, c'est pas avec une baguette magique qu'on les crée. Il faut quand même l'adhésion de gens sur place. En l'occurrence, Al-Joulani, c'est quelqu'un qui, à la base, était en Irak, qui a fait la guerre. C'est un Syrien qui a fait la guerre contre la présence américaine aux côtés d'Al-Qaïda en Irak, sauf que de cet Al-Qaïda, il y a un conglomérat qui va se créer dès 2006, où Al-Qaïda et 6 autres factions djihadistes vont créer ce qu'on appelle l'État islamique. Al-Joulani, c'est un homme qui est envoyé par al-Baghdadi, qui est le calife de l'État islamique. Il l'envoie en Syrie pour être la branche de l'État islamique en Syrie. Parce que quand on parle de quand on parle de l'EIL, Al-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq al-Sham, vraiment l'État islamique en Irak et au Levant, pour que ce soit le Levant, pour que l'État islamique soit aussi au Levant, on envoie Al-Joulani. Sauf que Al-Joulani, quand il arrive en Syrie, il ne prête pas allégeance à al-Baghdadi, il prête allégeance à al-Zawahiri, qui est le successeur de Ben Laden dans Al-Qaïda. Donc il ne prête pas allégeance à l'État islamique, il prête allégeance à Al-Qaïda. Et il va, dès 2012, dès 2011, 2012, dès 2012, il va agir comme la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, tout est bon pour faire tomber Al-Assad. Tous les moyens sont bons, à tel point que Laurent Fabius, le 12 décembre 2012 à Marrakech, dira « Il ne faut pas mettre Jabhat al-Nusra, il ne faut pas inscrire Jabhat al-Nusra sur les listes terroristes internationales parce que Jabhat al-Nusra en Syrie fait du bon boulot. » Ça, c'est Laurent Fabius, le 12 décembre 2012 à Marrakech. Et donc il y a vraiment deux poids, deux mesures. Hein. Parfois, les groupes terroristes font du bon boulot. Bien sûr, c'est qu'au Mali, on les combat, en Afghanistan, on les combat, on pleure nos morts. Quand ils nous roulent sur la tronche à la promenade des Anglais dans le sud de la France, on allume des bougies. Pareil au stade Saint-Denis, au Bataclan. Mais en Syrie, c'est du bon taf. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, si ça fait les intérêts d'Israël, c'est encore mieux. Donc évidemment, c'est assez répugnant comme politique. Et c'est vraiment dégueulasse de voir que personne, il y en a quand même qui se sont insurgés et qui ont donné leurs mots. Mais c'est vrai que ça donne quand même un sale goût dans la bouche. Et donc, ce Al-Joulani, il paraît qu'il est resté 2 ans en prison, dans une prison américaine en Irak. Oui, pardon, c'est-à-dire qu'effectivement, avant d'avoir été envoyé par al-Baghdadi depuis l'Irak à la Syrie, c'est un homme qui est passé par le Guantanamo local, dans les prisons d'Abu Ghraib, qui a séjourné en prison et qui a été victime des tortures américaines. Mais généralement, c'est aussi les lieux où les Américains repèrent les éléments qui vont leur être les plus malléables, les plus dociles, voilà. C'est ce que j'allais vous poser comme question. En fait, tout s'est joué à ce moment-là. Oui, alors c'est évident que les services les services américains ont utilisé cet homme-là. Maintenant, moi, je suis pas dans leur petit papier. Il y a des choses qu'on peut comprendre parce que personne n'est dupe. Mais après, pour affirmer, mais ça, c'est une affirmation. C'est un homme qui a été en prison et c'est un homme qui a été en contact avec les services de renseignement américains. Si bien que la relation entre lui et les Américains, évidemment, ne s'arrête pas là, puisque quand bien même il est envoyé par al-Baghdadi, qui lui-même a très certainement des liens assez étroits avec les États-Unis, et en plus, c'est même pas un scoop, les Hillary Clinton, les Obama en font les aveux publiquement pour dire on a créé Al-Qaïda, on a créé l'État islamique, et Trump dit il y en a marre d'avoir été des débiles, d'avoir joué les apprentis sorciers. On a créé, on a alimenté, on a soufflé sur les braises de l'islamisme, et ce depuis l'époque Brzezinski, opération Cyclone 78-79, quand il fallait casser les soviétiques en Afghanistan. En fait, tout ça aujourd'hui nous pète à la figure, en tout cas plus à la figure des Européens qu'à la figure des Américains. Donc il faut peut-être arrêter un petit peu tout ça. Mais pour revenir à Al-Joulani, quand il arrive en Syrie, il se démarque de Baghdadi, il prête allégeance à al-Zawahiri, qui est le successeur de Ben Laden, donc dans la Al-Qaïda, mais finalement, dans sa lutte contre l'État syrien, il va avoir beaucoup d'ennemis autour de lui, qui sont aussi dans une mouvance djihadiste, mais qui sont dans une mouvance djihadiste syrienne.
et qui ne veulent pas être l'instrument d'une espèce de djihadisme international. Comme il a eu dans ses pattes des djihadistes syriens pour lesquels Al-Qaïda n'a pas de légitimité, il s'est séparé d'Al-Qaïda à l'amiable en 2016. C'est-à-dire qu'avec Al-Zawahiri, ils ont décidé ensemble, mais sur le plan stratégique, de ne plus faire partie d'Al-Qaïda. On est d'accord pour financer finalement et soutenir cet Al-Julani à partir du moment où il se détache d'Al-Qaïda. Parce que si on soutient Al-Qaïda et qu'on est américain, ça fait quand même tâche. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est à l'amiable séparé d'Al-Qaïda. Donc il s'appelait Jabhat al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. En se désolidarisant d'Al-Qaïda, il est devenu ce qu'on appelle Fatah al-Sham. Donc de Jabhat al-Nusra, il est devenu Fatah al-Sham. Il a fusionné avec 6 autres groupes islamistes, dont Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, etc., pour créer ce qu'on appelle Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham n'est autre que Jabhat al-Nusra, redevenu Fatah al-Sham, qui a fusionné avec 5 autres groupes islamistes, mais nationaux. Et là, on comprend mieux les enjeux et la complexité vraiment qui se joue dans cette région. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quelle communauté risque de payer le prix fort aujourd'hui avec ce basculement en Syrie? Alors, il est clair que la minorité chrétienne, même pas pour ne parler que d'elle, bon, ils vont disparaître. Voilà. Ils vont se barrer parce que la Syrie, de tous les pays arabo-musulmans où l'islam était majoritaire, c'était le pays où être chrétien était le plus enviable. C'était la vie. Ok, il y avait peut-être pas les mêmes facilités à certains postes clés de l'État, notamment pour les chrétiens, mais on était respectés, on était protégés, on pouvait vivre notre foi de manière publique, de manière ostentatoire, pas moins, pas plus que les musulmans. Voilà. Vous, Alexandre, vous êtes inquiet de ce qui va se passer justement? Mais je suis déjà inquiet. Je savais que c'est ce qui se passerait. Et, quand je vois tout le monde porter en triomphe ces libérateurs. Moi, j'étais en Arabie il y a pas longtemps. Bon, je sais que c'est pas fait exprès, mais je disais, alors je parle arabe, le gars me parle bien, il reconnaît à l'accent que je suis syrien, il pense que je suis syrien. Il dit Mabrouk le Tahrir. Voilà, bravo, félicitations pour votre libération. Mais alors, je vais pas entamer un débat, mais en fait, de quelle libération on parle, en fait? Parce que c'est ancré dans la tête de tout le monde que Assad était un tyran. Et vous savez, ce qui est le plus drôle, c'est que ces gens qui arrivent avec le drapeau de la libération, ils avaient le drapeau, donc, de cette nouvelle Syrie, qui, soit dit en passant, c'est le drapeau du mandat français. C'est le drapeau de la Syrie à l'époque du mandat français. C'est le même drapeau. Ah oui. Vert, blanc, noir avec les 3 étoiles rouges. C'est le drapeau de la Syrie à l'époque du mandat français qui a eu lieu de 1920 à 1946. Donc, on voit, en fait, que on sait dans les mains de qui mangent ces gens-là. Moi, ceux pour qui je suis le plus inquiet, au-delà de la communauté chrétienne et d'un esprit communautariste, parce que j'ai de l'amour pour mon peuple, Pour qui? et que j'ai mal de ce dont ils vont souffrir, mais il y a des minorités de l'islam qui sont persécutées depuis l'aube de la création de leur religion et qui ne vont pas avoir le choix entre, bon, ou la dimitude, ou tu payes la jizya, ou tu te convertis, ou tu t'en vas. Parce que ça, c'est à la limite les 3 choix qu'on peut proposer aux chrétiens. Quand on est alaouite, quand on est ismaélien, quand on est druze, c'est la conversion ou la mort. C'est tout. Et les alaouites vont payer. On n'en aura rien à faire des alaouites. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dira sans arrêt, oui, mais bon, quelque part, c'était les affidés d'Al-Assad. Ils l'ont mérité. C'est leur tour maintenant de prendre des coups. Mais attention, les alaouites, c'est qui? Les alaouites, il faut arrêter de croire qu'ils ont bouffé dans la gamelle VIP du carré Assad. Assad, c'est un clan. Vous savez, vous avez des tribus. Les tribus, c'est plusieurs clans. Assad, c'est une famille. D'accord? Ça veut pas dire que tous les Al-Assad, du clan Assad, mangeaient à leur faim. D'accord? Assad, c'est une famille d'un clan, et tous les clans alaouites, et il y en a des centaines, n'étaient pas en train de se gaver pendant les années Hafez et Bachar. C'est pas vrai. Ils n'ont rien. C'est pas parce que Assad était alaouite que tous les alaouites étaient tous des persécuteurs. Vous avez côtoyé des musulmans, des chiites, des sunnites, des kurdes, des chrétiens, des êtres humains tout simplement, qui souffrent avant tout, et ça c'est bien de le rappeler. Quels sont les récits les plus marquants que vous avez entendus de la part des populations qui vivent dans cette région? Moi, je veux dire, j'ai aussi déchanté. Je pense qu'il y a une part de déception. Je crois que moi, avec 2 origines différentes, je suis pas franco-polonais. Je suis 2 origines franco-italiens. Ce sont deux mondes antagonistes, 2 mondes culturels diamétralement opposés sur le plan religieux, culturel. Oui, Donc, c'est vrai, mère française chrétienne, père iranien musulman. Chiite. Et donc, en fait, moi, j'ai voulu croire à ce vivre ensemble, à ce système. Et en fait, je m'aperçois que, en fait, en Syrie, ce vivre ensemble, il a existé que par une main de fer, une laïcité à marche forcée incarnée par une autorité
en la personne d'un dictateur. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc je ne crois pas en vivre ensemble avec des communautés diverses, mais les hommes de bonne volonté que j'ai vus dans ce pays m'ont touché énormément. En fait, quand la situation elle est telle, parce que en vérité, rien dans ce monde n'est fait par altruisme. Si on accueille des migrants en France, des gens d'origine immigrée, c'est pas parce que c'est beau, hein, ils mangent du couscous, du tagine, hein, ils sont habillés comme ça. Non, c'est pas pour ça. C'est pour des raisons économiques, c'est pour des raisons qui sont beaucoup plus cyniques qu'elles ne sont en réalité. C'est beaucoup moins par altruisme et par philanthropie, c'est beaucoup plus par calcul. De même que ceux qui viennent, c'est pas par amour pour la France nécessairement, c'est par intérêt, c'est pour tout un tas de raisons. Et je crois pas qu'il y a forcément une amitié. Moi, ce que j'ai vu, c'est que si en 1500 ans, des gens du même pays, avec le même berceau, chrétiens et musulmans, ça fait 1500 ans qu'ils vivent ensemble. Et ce qu'ils vivent là, c'est tous les 60 ans que ça arrive. Donc s'ils sont capables de se faire ça entre eux, avec la même langue arabe, la même culture arabe, mais qu'est-ce que demain il pourrait se passer en France quand les gens sont là depuis seulement 50 ans, pas depuis 1000 ans, pas depuis 1500 ans, quand ils sont là que depuis 500 ans, que depuis 50 ans, et qu'en plus de ça, tout ce qu'on leur apprend, c'est à travers nos institutions, c'est des choses désagréables vis-à-vis du passé français et des Arabes, notamment la colonisation, on parle de l'esclavage, on parle de ceci, on parle de cela. Donc j'ai une appréhension par rapport à ça, mais quand c'est un état actuel, je suis sensible aux gens qui œuvrent avec toute leur bonne volonté, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race. Et ça, en Syrie, j'ai vu, voilà, on est musulmans, on est chrétiens. De toute façon, on va pas refaire l'histoire. Ça fait 1000 ans qu'on vit ensemble. On va pas commencer à dire qui était là avant, qui a plus le droit qu'eux. Mais de voir tous ces chrétiens qui, au moment du Ramadan, font à manger pour l'Aïd el-Kébir, etc. Et de voir tous les musulmans pour les fêtes de Pâques, de Noël, visiter les chrétiens, les saluer, leur montrer leur respect, etc. Il y avait et chacun dans l'affirmation de ce qu'il est. C'est pas un truc hypocrite où le chrétien se couche, machin, vous les musulmans. Non, on est chrétiens, Jésus est la vérité, on est fiers d'être ici, nous sommes les descendants directs de ce peuple qui est le peuple syrien, mais nos musulmans, les musulmans sont nos frères, etc. Et vous avez les musulmans qui, de l'autre côté, vous diront la même chose. Et en fait, chacun est, en fait, ils n'ont pas un problème avec leur identité. On a des problèmes en Europe parce que les gens ont un problème avec leur identité. Donc ça s'affole, ça menace, c'est agressif, ça devient violent, meurtrier. Là-bas, ils n'ont pas ce problème. Alors, pas pour tout le monde, puisqu'il y a quand même une guerre sur fond confessionnel, on va pas l'ignorer. Mais j'ai trouvé beau, en fait, chez ces gens de bonne volonté, de faire vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour être humain avant tout. Et moi, c'est ce que j'ai retenu aussi comme message, parce que je suis passé par différents états d'esprit dans tout ça. Je veux dire, c'est la guerre, vous voyez des gens mourir, vous voyez des gens que vous aimez, et moi, j'ai été édifié par des chrétiens comme par des musulmans, j'ai été édifié par leur humanité. Et en fait, je me dis, voilà, moi, si je considérais le prophète de l'islam comme un prophète, s'il était un tant soit peu prophète pour moi, je serais musulman. C'est pas le cas. Maintenant, j'en veux pas à ceux qui le considèrent comme un prophète et qui sont musulmans. Je suis persuadé que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais même dans ma conviction de la vérité, ne suis-je pas, comment je pourrais pas être édifié par des gens qui n'ont pas la croyance que j'ai et qui sont sincères et qui sont en vérité avec leur religion. Les problèmes religieux, parce qu'il faut pas les ignorer, ils auraient pu être résorbés par les gens même de cette religion. C'est-à-dire que dans la religion, vous avez des gens qui vont aller vers la conflictualité et des gens qui sont des hommes de paix. Et si on avait laissé ces hommes de paix, qui ont toute la légitimité en tant que sunnites, en tant que chrétiens, en tant que chiites, d'arranger leurs affaires, plutôt que de souffler sur des braises pour alimenter cela, c'est là, c'est pour ça qu'on parle de causes internes, on parle de causes externes. Les causes externes, les ingérences étrangères, les puissances étrangères ne peuvent pas agir s'il n'y a pas les failles internes. Oui, mais les facteurs externes, justement, agissent et ravivent le feu, la flamme. C'est eux, en fait, qui mettent... Bien sûr. Mais bien sûr. Mais je veux dire, quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je veux juste avoir un équilibre dans ça parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un discours où c'est tout noir ou tout blanc. Vous avez des gens qui veulent absolument vous dire que le problème, il est religieux, que le problème, notamment, c'est l'islam, et qui vont dire, c'est que le problème. Et vous avez d'autres gens qui vont dire, et là, pour le coup, les musulmans qui vont se défendre, qui vont dire, non, ça n'a rien à voir avec l'islam, pas d'amalgame, c'est l'Israël, c'est les sionistes. Et en fait, c'est aussi une erreur. C'est malheureux. Mais en fait, on ne peut pas tout expliquer par l'ingérence étrangère. Parce que l'ingérence étrangère n'a de légitimité et ne peut agir efficacement sur le terrain de la déstabilisation qu'à partir du moment où il y a des failles internes. Oui. Et elles utilisent ces failles internes. Donc il ne faut pas dire que ces failles internes n'existent pas. Mais
de manière, comme vous essayez de recentrer aussi sur ça, et je suis d'accord avec vous, c'est que il y a les failles internes, mais il y a aussi des hommes de bonne volonté interne qui pourraient résorber en interne ce problème. Ce que je veux dire, c'est que si on compare par exemple avec une famille, voilà, on est une grande famille et comme toute famille, on a des problèmes. Si les membres de la famille se réunissent pour régler leurs propres problèmes, ils pourraient trouver un terrain d'entente. À partir du moment où il y a le voisin d'à côté, le collègue de l'autre, des gens externes qui ramènent leurs fraises, c'est sûr que personne ne va trouver de terrain d'entente et que ça va encore plus aggraver la situation. C'est ça que je veux dire. Donc quand on règle les problèmes en famille, ça peut aller. On peut trouver des terrains d'entente. Mais quand il y a des gens externes, des facteurs extérieurs, là je pense qu'effectivement, vous l'avez bien démontré, que la situation devient encore plus complexe. Exactement. Et ce qui est terrible, pardon, mais pour ajouter exactement dans votre logique, c'est que quand vous avez aussi de ces gens de cette famille à l'intérieur, qui vont donner plus de crédit à des gens de l'extérieur qu'alors, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors là, oui, c'est vrai que... C'est vrai, non, mais en fait, c'est un truc sans fin. Mais je suis c'est un d'accord truc sans que, fin. il faudrait laisser vraiment les gens les gens régler leurs problèmes entre eux. En tout cas, ça aurait pu être réglé depuis longtemps aussi. Avec tout ce que vous avez vu, avec tout ce que vous avez vécu, Alexandre, est-ce que vous avez perdu foi en l'humanité? Non, je pense que ça donne un regard assez lucide. Je suis plus, enfin, ça nous éloigne évidemment d'une vision assez bisounours, assez, qui manque de nuances, etc. Donc effectivement, je dis pas ne pas être passé par là, mais en fait non, en fait, ça a développé quelque chose de très pessimiste en moi, mais je suis empreint d'espérance parce que je suis chrétien en fait et que quand on croit en Dieu, c'est le Seigneur qui a le dernier mot en fait. Donc c'est pas grave, le Seigneur aura le dernier mot et c'est pour ça que je m'attache vraiment à ces gens de bonne volonté. Je pense qu'il y a une vraie importance, quelles que soient les religions, de chercher Dieu. En fait, il faut pas considérer sa religion comme un acquis. Je pense que même, quelle que soit la religion qu'on a, faut continuer de chercher Dieu. Alors, je sais pas si je peux être plus clair que ça, mais de chercher Dieu. Si, tout le je temps. comprends. C'est un combat quotidien. Chercher Dieu, parce que il suffit pas juste de dire, là, moi je parle pour moi, il suffit pas juste de dire je suis chrétien. Il faut chercher Dieu chaque jour, dans chaque instant, à chaque moment, et voilà en fait. J'essaye de ne plus aussi être dans une certaine forme de jugement. Et ça change rien à ce que je considère de ma foi et des fois que d'autres partagent, mais d'être dans une logique beaucoup plus de charité. C'est plus fort que la tolérance. C'est une quête permanente pour être toujours justement dans ce questionnement et aller au-delà de l'ego, au-delà de l'arrogance. Bien sûr, et dans ces choses qui divisent, mais tout en étant vraies. C'est pas parce que, en fait, il faut pas être non plus dans cette espèce de complaisance de ah mais oui c'est pareil finalement c'est la même religion. Non, c'est pas la même chose. Il faut pas non plus être dans cette complaisance. Il faut être vrai. Donc moi, je vais pas commencer à polir ma foi chrétienne, mais il faut pas non plus être dans cette espèce de jugement systématique. Et c'est ça en fait que moi je comprends et j'ai vu en fait des choses très édifiantes aussi, malgré le contexte de guerre en fait dans lequel j'ai évolué, voilà. En tout cas, Alexandre, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et pour toutes les informations précieuses que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Honnêtement, ce sont des informations que moi, personnellement, je n'ai jamais entendues ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait important de vous inviter, pour avoir cette vision claire avec des exemples concrets et puis comprendre cette complexité vraiment qui se joue dans cette région, mais bien au-delà, puisque ça touche finalement le monde entier. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça. Mais vous le savez, dans le Manal Show, on a un petit rituel, donc ce n'est pas totalement fini. Je vais vous poser une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Vous allez voir, ça sort totalement du cadre de l'entretien. C'est très fun. Ça va apporter une petite pointe de légèreté, on va dire, à tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a dit. Ça dure pas très longtemps, 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Je me coiffe. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Relu, je crois, Le Chaos syrien de Randa Kassis et d'Alexandre Delval. Et pas à tout, mais... Des passages. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Dieu. Vraiment, l'espoir, l'espérance, le bon Dieu, la vie éternelle. Que demandez-vous le plus dans vos prières? De rester dans ses voies. Vraiment,
c'est pour ça que je travaille chez, pardon, c'est pour ça que je suis dans cette organisation pour me maintenir dans cet état de essayer d'être charitable tout le temps. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Dans le désert, comme les prophètes. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Peut-être mon père. Ouais. Qui est la dernière personne à qui vous envoyez un message avant de prendre l'avion? À ma femme et à ma mère. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Le jugement, je juge beaucoup. C'est vrai? Ouais. Ouais, faut pas juger, c'est pas bien. On nous le dit tous, mais moi je reconnais, moi je juge direct. Je vois quelqu'un, je l'ai jugé déjà. Si vous aviez 100 € et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? Bah, dans mon frigo, je pense. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres? Je sais pas, parfois leur manque de conviction. Je pense que ce qui est le plus insupportable, c'est les gens qui semblent ne pas avoir de but ou qui n'ont pas de conviction, qui sont juste des consommateurs sur pattes, peut-être. Quelle est votre Madeleine de Proust? Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance? Une musique, une chanson qui passe comme ça. Laquelle? Bah, il y a des chansons du genre, je sais pas, c'est bête, mais j'ai entendu il y a pas longtemps, Duel avec toi, Duel au soleil avec Étienne Dao. C'est des trucs, ça me rappelle les années 80 ou des chansons de Stranglers, Golden Brown, des choses comme ça. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Quelque chose qui revient souvent, c'est l'aspect côté passionné. Je rends passionnant certains sujets, le fait d'y mettre une forme de passion. Et après, peut-être aussi le fait de m'attacher aux gens. Je donne de l'importance aux gens que je rencontre. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Ouais, je suis un haineux aussi. Je pète les plombs tout le temps. Je suis un énervé, un mec en colère. Donc Ça va de pair avec la passion. Ouais. Non, mais c'est vraiment, je suis très attendrissant, touchant, enfin attachant et très violent aussi. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? J'embrasse mes enfants. Et enfin, la question signature du Manal Show. Avec les années, avec votre expérience, avec tout ce que vous avez vécu, quelle est la leçon que vous avez apprise qui vous semble importante et qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école? Bah que il faut être confronté au réel pour lui donner un certain jugement, pour avoir certaines opinions. En tout cas, moi, c'est mon univers, c'est l'histoire, c'est la politique. Je crois que il faut sortir de sa zone de confort. Je pense il y a des guerres, il y a des combats qu'il faut mener, et ça se fait pas sur TikTok ou depuis son canapé. Il faut être confronté au réel. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut tuer l'esprit bourgeois qui est en soi. J'ai envie de dire, il faut fuir les mondanités, les flatteries, pour rester dans le vrai. Sinon, on tombe dans l'orgueil, la paresse et ouais, la bourgeois, l'état bourgeois en fait que je ne supporte pas. C'est le combat contre l'ego, finalement. Ouais. C'est ça? Mais je suis orgueilleux, hein. Je suis orgueilleux. J'en ai conscience, donc j'essaie de lutter contre et voilà. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos réponses. Alors, petit rappel quand même, vous avez écrit un livre, Guerrier de la paix aux éditions du Rocher, qu'on voit juste là derrière vous, qui est juste derrière. Et d'ailleurs, vous parlez notamment de vos 60 jours en tant qu'otage en Irak. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre livre? Alors, c'est un livre effectivement qui accroche le lecteur avec la prise d'otage dont j'ai été victime, mais il ne s'agit pas de pleurnicher pendant 330 pages sur ma captivité. Ça reste anecdotique. C'est le fil rouge aussi un petit peu de ce livre, mais je profite de ma captivité pour me replonger dans le passé, puisque mon présent est dur à vivre et que mon avenir est assez incertain, il est obscur. Donc je replonge dans un passé qui est très présent dans ma mémoire, à savoir tout ce que j'ai fait en Syrie. Donc je vous plonge dans une Syrie en guerre, dans le deuxième volet de la guerre, puisque le premier, on va dire qu'il est de 2011 à 2015, le deuxième c'est de 2015 à 2020, moi je suis présent de 2015 à 2020. C'est un témoignage de la Syrie que on vous rapportera pas à l'AFP, à BFM TV ou par Bernard-Henri Lévy ou je ne sais qui. C'est un témoignage de l'intérieur pour les rares Français, en tout cas que j'incarne, et qui étaient présents sur place. Et on a vécu vraiment aux côtés de nos amis syriens
voilà, tout ce qu'on peut vivre dans une guerre, les moments les plus douloureux, les moments les plus joyeux, les mariages, les baptêmes, les deuils, les décès, les chagrins, les horreurs, les joies, les peines, voilà, et même les enlèvements. Donc, vous voyez, voilà, c'est dans tout cela un petit peu que je vous plonge et je remets à travers l'action humanitaire certaines vérités concernant la Syrie qui sont en fait un petit peu tout ce qu'on a évoqué ici. Voilà, je remets tout ça un petit peu en place. Donc, et ça se lit très vite. Ça se lit très facilement, donc je ne peux que vous encourager si vous avez envie de comprendre un peu plus la situation. Je sais que c'est un livre très important pour vous. Où peut-on se le procurer? Bah, il est sur Internet. Enfin, je pense qu'il est un peu partout, mais il a été édité chez Le Rocher. Donc on mettra le lien, nous, dans la description de cet entretien. Oui, voilà, je pense pas qu'il soit forcément toujours dans toutes les librairies, mais je pense que ça se trouve, ça se commande, quoi. Voilà. Très bien. Merci. Ou sur Amazon, tout simplement. Oui, voilà, non, c'est ça. Je voulais pas forcément faire la pub d'Amazon, mais ça me dérange pas. Oh, j'en fais pas la pub, c'est juste pour faciliter la tâche aux personnes qui nous écoutent. Non, bien sûr, mais ça peut être sur Amazon, ouais, tout ça. Ouais, si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Alors, je n'ai pas de page YouTube, etc. Il y a l'actualité de l'organisation SOS Chrétien d'Orient. Je vous invite à aussi aller sur le site de cette organisation SOS Chrétien d'Orient pour voir le travail qu'on y fait et l'expertise aussi qu'on est capable de donner en fait de ces pays dans lesquels on vit maintenant depuis plusieurs années. On a une expertise légitime, une analyse légitime à pouvoir donner. Et après, bah moi personnellement, j'ai été interviewé. Parfois, ça m'est arrivé. Si vous tapez mon nom, vous verrez des interviews, que ce soit par rapport à l'enlèvement dont j'ai été victime, par rapport au livre dont je fais la promotion. Voilà, il y a des petites vidéos avec Omerta, avec Régis Le Sommier, des petites choses comme ça. Donc, et là aujourd'hui avec Manal du Manal Show, donc avec un grand plaisir. Parfait. Mais en tout cas, c'était très intéressant de vous avoir dans ce show. Je vous remercie beaucoup, Alexandre, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Mais personnellement, c'était important pour moi d'avoir cette approche et de mettre en lumière la communauté chrétienne en Syrie et au Moyen-Orient d'une manière générale, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de l'islam, des musulmans, pas forcément toujours de la bonne manière dans les médias, mais on met un peu de côté les chrétiens, ce qui est quand même assez dommage, surtout qu'on est en France. C'est un pays qui a quand même historiquement une culture chrétienne qui s'est effacée finalement avec le temps, sous couvert de laïcité, même si j'ai l'impression que la nouvelle génération revient un petit peu à ces valeurs chrétiennes. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra développer dans un autre épisode, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, ça me tenait beaucoup à cœur et je vous remercie pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous aussi, merci beaucoup. Merci d'avoir donné une voix à tous ces gens. Merci beaucoup.